Eh bien, merci de vous joindre à ce webinaire pour parler méthodologie et recyclabilité et vous donner les clés pour demain évaluer la recyclabilité de votre emballage. Donc, on a 2 heures pour pouvoir vous présenter la méthodologie et avoir un temps d'échange également sur vos questions. Pour cela, je suis accompagnée aujourd'hui de Pauline Ballaire, qui est conseillère affaires publiques et réglementaires. Pauline, si tu veux passer une petite tête. Bonjour à tous. Je suis également accompagnée de Vincent Collard, qui est directeur R&D co-conception. Et je me présente. Alors Vincent, peut-être je te laisse. Alors, je vais dire bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver et d'avoir autant de monde pour discuter de méthodologie. Je me présente. Donc Oriane Broussard, responsable R&D emballage et papier. Alors, l'objectif de cet après-midi, c'est vraiment de vous redonner le cadre réglementaire de ce qu'il y a actuellement sur la partie recyclabilité. On va parler après de la méthodologie qu'on a actuellement en France, donc ses principes et vous rappeler comment elle a été faite, elle est construite. Et le troisième volet de cet après-midi, c'est de vous donner l'avenir de cette méthodologie et qu'est-ce qu'elle va devenir dans le contexte de la PPWR. Et bien sûr, c'est aussi de répondre à vos questions. Donc, on a prévu un temps d'échange et de questions assez long qui sera à la fin de chaque partie avec nos intervenants. Ce qui n'est pas prévenu aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire une démonstration de l'outil tri. Donc, on rentrera pas dans le détail de l'outil. On va pouvoir vous donner quelques tips pour évaluer la recyclabilité et pour montrer en fait quelques cas qui sont assez typiques, mais on rentrera pas dans l'outil. J'ai oublié de préciser, mais je suis également accompagnée dans le chat qui nous aide pour tout ce qui est questions et tous les modérateurs de Claire, Aya et Mathieu, qui sont aussi là pour répondre à vos questions en live. Et ils ont le rôle de nous remonter les questions les plus impactantes qui pourrait servir à tout le monde pour vous donner une réponse à l'oral. Et je laisse la parole tout de suite à Pauline. Merci Oriane. Effectivement, à titre introductif de ce webinaire, on voulait vous parler finalement du cadre réglementaire qui s'applique aujourd'hui en France. Enfin, vous rappeler ce cadre réglementaire que vous avez peut-être déjà en tête et peut-être le comparer, ce qui sera explicité davantage en troisième partie de ce webinaire, mais sur le futur règlement européen et les nouvelles obligations liées à la recyclabilité prévues dans le projet de règlement emballage et déchets d'emballage dit PPWR. Peut-être pour démarrer du coup sur ce cadre réglementaire français, l'idée c'est de comprendre finalement que la réglementation française dont le cadre a été prévu par la loi AGEC en 2020 puis la loi climat et résilience en 2021 vient prévoir en fait 2 typologies d'obligations en matière de recyclabilité qui vont donc impacter les metteurs en marché, producteurs d'emballage. La première obligation liée à la recyclabilité, c'est une obligation en fait qui est exclusivement liée à la communication des entreprises. C'est une obligation qui était donc prévue au sein de la loi AGEC et dont le décret sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets est venu expliciter la nature. C'est une obligation pour les entreprises donc de donner une information sur la recyclabilité de leur emballage. On reviendra plus précisément sur les contours de ces 2 obligations que vous avez sans doute peut-être en tête, mais il s'agit vraiment dans ce décret d'une obligation de donner une information et non pas une obligation liée à la mesure effective. En revanche, ce qu'on retrouve dans la loi AGEC et également climat et résilience, c'est 2 typologies d'obligations qui sont, elles, liées à des possibilités d'interdiction sur le marché. Je vais directement à l'obligation qui concerne toutes les typologies d'emballage. On relève donc à l'article 61 de la loi AGEC une obligation à horizon donc janvier 2030 pour tous les emballages qui doivent être de nature à intégrer une filière de recyclage. La loi climat et résilience était venue, elle, prévoir
une obligation liée à la recyclabilité, donc une interdiction de mise sur le marché à horizon du 1er janvier 2025. En effet, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou copolymères styréniques, on pourra venir précisément sur quelle typologie d'emballage sont visés, et qualifiés de non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage, devaient donc être interdits au 1er janvier 2025. Donc c'est un autre finalement palier de ces grandes obligations liées aux interdictions de mise sur le marché pour les emballages non recyclables. Comme vous pouvez le voir dans le slide, on a mis une petite croix sur cette interdiction de mise sur le marché au 1er janvier 2025. En effet, les pouvoirs publics français ont finalement neutralisé cette interdiction de mise sur le marché par le biais donc d'un avis ministériel qui a été publié le 28 septembre dernier, qui vient indiquer finalement aujourd'hui que cette obligation française n'est pas en mesure de s'appliquer dès lors qu'on ne sait pas effectivement comment qualifier de non recyclable un emballage. Et pourquoi on ne le sait pas? Il est fait mention dans cet avis ministériel qu'il faudrait attendre la méthodologie donc européenne qui sera prévue par le projet de règlement emballage et déchets d'emballage à horizon 2028. Donc là, on est vraiment dans une neutralisation de cette obligation d'interdiction des emballages en polymère ou copolymère styrénique non recyclables au 1er janvier 2025. Donc une neutralisation de cette interdiction dans l'attente d'une entrée en vigueur du droit européen futur. Néanmoins, hormis cette obligation, les dispositions de la loi AGEC aujourd'hui, tant que ce règlement européen n'est pas entré en vigueur, je le précise, qui devrait entrer en vigueur dans l'année 2026, restent en vigueur. Donc, la première typologie d'obligation qu'on voit ici, liée à l'information du consommateur, reste aujourd'hui en vigueur et les entreprises sont toujours obligées de communiquer sur leur recyclabilité. Peut-être, et c'est un peu la complexité, mais qui sera davantage détaillée au cours de ce webinaire, aujourd'hui, selon la réglementation française, comment on définit un emballage recyclable? Cette définition, elle nous a été donnée justement par le décret sur les qualités et caractéristiques environnementales, donc par le biais des obligations en matière de communication. Il y avait une disposition qui venait expliciter finalement les 5 grands critères pour définir un emballage non recyclable, un emballage recyclable, pardon. Vous le voyez ici, donc c'est la capacité de l'emballage à être efficacement collecté, sa capacité à être trié, l'absence d'éléments ou substances perturbant le tri ou le recyclage, la capacité de la matière recyclée produite par le recyclage doit représenter plus de 50% du déchet collecté, et enfin sa capacité à être recyclée à l'échelle industrielle. Donc, ces 5 grands critères liés à la recyclabilité, c'est les critères qui étaient reconnus par la réglementation française, qui sont reconnus par la réglementation française, et sur lesquels on s'appuie aujourd'hui pour nous définir notre méthodologie de recyclabilité. Peut-être pour revenir sur l'obligation qui reste bien aujourd'hui en vigueur, c'est l'obligation donc d'information sur la recyclabilité. Le décret QC était venu prévoir que les metteurs en marché doivent communiquer sur leur recyclabilité en utilisant des mentions obligatoires qui sont de 2 types. L'emballage est majoritairement recyclable ou l'emballage est entièrement recyclable. Il y avait cette obligation d'information rentrée en vigueur en fonction de la typologie d'entreprise, avec des dates d'entrée en vigueur qui vont différer. En effet, depuis le 1er janvier 2023 déjà, les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros ont cette obligation de communication sur la recyclabilité de leur emballage d'information si elles mettent minimum 25 000 unités sur le marché. Depuis le 1er janvier 2024, les entreprises qui ont plus de 20 millions de chiffre d'affaires et mettent sur le marché minimum 10 000 unités doivent communiquer sur la recyclabilité de leur emballage. Et enfin, à compter du 1er janvier 2025, ce sont les entreprises de plus de 10 millions de chiffre d'affaires qui sont concernées par cette obligation. Aujourd'hui, comment on obtient cette information sur la recyclabilité? Eh bien, le décret vient prévoir que cette information est communiquée aux producteurs directement par le biais de l'éco-organisme. Donc, c'est vraiment l'éco-organisme qui est visé dans les dispositions réglementaires, qui doit proposer à ces metteurs en marché un outil, donc, ou une information tout du moins pour savoir quel est leur niveau de recyclabilité.
On vous l'a mis sur le côté, vous le connaissez sans doute, l'outil TRI et donc le référentiel pour Citeo pour communiquer sur sa recyclabilité. Et enfin, la communication se fait de manière dématérialisée par le biais d'une fiche produit qui doit être accessible au moment de l'acte d'achat pour le consommateur. J'ai donc rapidement présenté les grandes obligations liées à la recyclabilité dans le cadre réglementaire aujourd'hui français. Néanmoins, et on l'a un peu entreaperçu par le biais de cette neutralisation de l'interdiction du 1er janvier 2025, il y a un cadre européen qui est à venir et qui va venir nécessairement impacter notre droit français. Pourquoi? Tout simplement, sans m'étendre sur des détails trop juridiques, mais le règlement emballage et le règlement emballage et déchets d'emballage est donc un règlement, ce qui veut dire techniquement qu'il va s'appliquer dans le droit français de manière immédiate, sans transposition, et donc les dispositions prévues par ce texte vont trouver à s'appliquer dans le droit français et donc venir dépasser finalement les dispositions françaises. À nouveau, petit point de calendrier qui n'est pas prévu ici. Ce règlement emballage et déchets d'emballage est toujours au stade de projet. On est encore en attente de phase de signer, de différents votes des différentes instances européennes, mais on devrait parvenir à un vote définitif jusqu'à ce que le texte entre en vigueur 18 mois après son dernier vote, à savoir à horizon 2026. Au-delà de ce cadre, donc sur le PPWR et à savoir quand est-ce qu'il va rentrer en vigueur, on peut aujourd'hui s'intéresser de comprendre finalement qu'est-ce qui est prévu par ce futur règlement emballage et déchets d'emballage en matière de recyclabilité. Deux grandes échéances. La première, c'est le 1er janvier 2030. On voit que les emballages doivent être qualifiés de conçus pour être recyclables. La notion de conçu pour être recyclé, elle correspond finalement à un critère de performance de l'emballage qui va différer de A, B à C. On voit avec des taux de recyclabilité différents. La recyclabilité de l'emballage qui correspond à un critère A est à hauteur de 95%, B 80% et C 70%. Ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 2030, les emballages qui ont un taux de recyclabilité qui sera inférieurs à C seront interdits de mise sur le marché et les emballages qui ont un taux de recyclabilité inférieur à B, donc 80%, seront interdits de mise sur le marché en 2038. Comment savoir finalement cette méthodologie pour parvenir au taux de recyclabilité? Le PPWR vient prévoir que des lignes directrices de conception pour recyclage devront être publiées et donc on est en attente de cette méthodologie à compter du 1er janvier 2025 1er janvier 2028 pour chaque catégorie d'emballage. Et ces lignes directrices de conception pour recyclage devront prendre en considération les standards développés par le CEN, donc le comité lié aux normes, et on viendra plus en détail parler ça justement dans une deuxième partie de ce webinaire. La deuxième échéance finalement du PPWR, c'est le 1er janvier 2035, c'est que les emballages devront être recyclés donc à l'échelle du territoire de l'Union. La définition de la recyclabilité à l'échelle, elle est liée donc à la quantité annuelle sur le territoire de l'UE de matières recyclées pour chaque catégorie d'emballage. Et également, on va avoir une précision sur cette notion, qu'est-ce que ça veut dire un emballage recyclé à l'échelle, avec une publication de la méthodologie au 1er janvier 2030 dans un acte d'exécution, ce qui revient un peu à un décret d'application en droit européen. Ce que vous pouvez voir d'ores et déjà, c'est des exemptions qui existent et qui sont prévues par le texte PPWR. En effet, pour certaines typologies d'emballage, on voit ici les emballages des dispositifs médicaux, les emballages sensibles au contact pour les préparations pour nourrissons, les emballages de vente en bois léger, liège textile et les emballages innovants qui vont être exemptés de ces obligations liées à la recyclabilité, avec une exemption de recyclabilité à horizon de 5 ans après la première mise sur le marché pour les emballages innovants. Je pense qu'on va revenir beaucoup plus en détail sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement finalement l'évolution de cette méthodologie à l'échelle de l'Union. Mais l'idée, c'est que vous ayez bien en tête où aujourd'hui nous en sommes, nous, nos critères de recyclabilité prévus par le réglementaire, quels sont le grand cadre réglementaire, quel est le cadre réglementaire français, et finalement avoir la vision de qu'est-ce qui est prévu par ce futur texte européen. Je prends en live les questions qu'on peut nous avoir remontées.
Effectivement, quand on parle de la notion d'interdiction de mise sur le marché, très concrètement, ça veut effectivement dire que les metteurs en marché peuvent être sanctionnés, donc par le biais d'amendes qui sont prévues par le code de l'environnement que vous pourrez vous remettre dans cette présentation. Et les sanctions sont donc apposées et conduites par la direction, la DGCCRF, qui vient contrôler finalement le caractère recyclable ou non de ces emballages. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement ces organes de contrôle qui sont liés du coup à l'État, à l'État, vont par exemple se référer notamment à l'avis qui vient acter d'un report puisqu'on attend la méthodologie européenne et ne seront pas aujourd'hui, vont ne pas effectuer finalement ces contrôles puisque l'interdiction est reportée. Juste les emballages innovants, parce que c'est une question qui revient souvent. Dans PPWR, c'est marqué que si on innove en termes de matériau principal d'un emballage, donc un matériau qui, par exemple, imaginons je fais des calages en champignons ou je fais une bouteille en PEF, donc j'arrive avec vraiment une innovation en termes de matériau principal, pas une barrière ou une étiquette ou une colle, hein. Matériau principal, et ben en gros PPWR me laisse 5 ans pour créer la filière. Donc c'est très court en temps. Mais ça s'accompagne, c'est aussi des choses qu'on doit apprendre à faire au niveau national. Hein. C'est pas que Citeo d'ailleurs, c'est tous ensemble. Mais voilà, il y a ce droit à l'innovation qui est très court avec 5 ans. C'est mieux que AGEC où il n'y avait pas de délai. C'était dès la première mise en marché, il fallait tout de suite être recyclable. Là, il y a un droit d'innover. À nous de trouver le bon moyen pour qu'en 5 ans, quand on a vraiment un matériau qui est intéressant, par exemple, parce qu'il a des impacts environnementaux très faibles, on puisse l'accueillir. Et vraiment, il faut pas se dire, bah tiens, j'ai le droit du coup d'être non recyclable, de pas me soucier d'être recyclable sur une barrière dans mon emballage ou sur un nouveau design, avec que des matériaux qu'on connaît mais un design différent. C'est pas ça. Hein. C'est vraiment un matériau innovant qui est le matériau majoritaire du corps de l'emballage. Oui, effectivement. Enfin, c'est ce qui est mentionné dans le texte, comme tu disais Vincent, et du coup, nouveaux matériaux qui vont améliorer significativement une ou plusieurs fonctions de l'emballage. Donc, effectivement, à voir si on répond parfaitement aux critères. Je vois qu'il y a une question sur pourquoi appliquer le droit français alors que tout va possiblement changer avec le PPWR. Effectivement, ça c'est une question qui est un peu plus générique finalement. On se rend compte que la loi AGEC a anticipé beaucoup de choses en matière d'économie circulaire. Néanmoins, c'est le droit français aujourd'hui qui est en vigueur depuis 2020 et qui trouve à s'appliquer. Tant qu'on n'a pas finalement l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, vous êtes toujours soumis aux dispositions du Code de l'environnement actuel et du droit français, tant que les pouvoirs publics français ne se prononcent pas par le biais justement d'un outil juridique. Et on a pu le voir avec l'avis ministériel qui vient acter du report de l'obligation dans l'attente du règlement européen. Finalement, on a besoin d'avoir un acte juridique qui permet de vous sécuriser pour être vous autoriser entre guillemets à attendre, si on peut dire, les obligations PPWR. Y aurait-il un délai d'écoulement des emballages non recyclables? On n'avait pas vu de délai d'écoulement des stocks prévu par notamment si on pensait à l'article 23 de la loi climat et résilience qui était entré en vigueur, qui aurait pu rentrer en vigueur. Il n'y avait pas de décret d'application qui venait expliciter, c'est souvent par le biais de décret l'écoulement des stocks. Donc à voir pour ces prochains entrée en vigueur d'interdiction de mise sur le marché si des délais seront prévus. Il y a une question, Vincent, je peux peut-être te laisser déjà prendre la main sur est-ce qu'on a une idée des liens entre les critères de recyclabilité de PPWR et ceux utilisés actuellement dans TRI? Oui, alors au-delà des critères, il y a même la méthodologie qui va changer, hein, la méthodologie qu'il y a derrière TRI. Et du coup, ce qui est important, on va le détailler après, il y a toute une présentation sur ces critères et sur cette méthodologie qui va évoluer. L'enjeu, c'est de se dire, la méthodologie TRI, celle que vous connaissez, elle est utilisée jusqu'en 2030. Et à partir de 2030, il y aura une méthodologie européenne. C'est vraiment ça. Et cette méthodologie européenne, comme l'a expliqué Pauline, on la connaîtra en 2028, donc assez tardivement. Donc tout notre travail, là, c'est de
d'avoir toute la connaissance disponible avant 2028 pour vous la transmettre, pour que vous puissiez faire les bons choix. C'est d'où l'implication dans les normes de Citeo. Comme ça va réduire le risque, mais en vrai, on connaîtra vraiment la méthode officielle en 2028, donc très court, il y aura que 2 ans pour s'adapter. Et donc après, c'est des choix d'emballage où on a déjà des réponses qui sont peu risquées, qui passeront facilement en 2030. Il y a déjà des certitudes. Puis d'autres emballages où ça va être c'est plus risqué si vous décidez de rester sur le design actuel. Et puis il y a des emballages où on sait déjà que ça passera pas, comme le fameux PVC. Il y a peut-être sur les exemptions qui sont prévues, est-ce qu'à terme une filière de recyclage sera créée? Donc au contraire, si on a exempté pour l'instant ces emballages, ça veut dire qu'ils vont pas être concernés par les obligations liées à la recyclabilité, justement. C'est plutôt en ce sens-là que l'exemption est prévue. Et ça n'empêche pas de travailler sur des filières, hein. On peut imaginer, c'est pas parce qu'on est exempté qu'on ne devrait pas bosser pour que ce soit recyclable. On peut se poser la question, tu me corriges Pauline, mais d'ailleurs c'est pas clair dans PPWR si en 2035 c'est maintenu, l'exemption ou pas. Il y a l'idée qu'il y aurait un rapport de la Commission européenne qui nous dit si on maintient ou pas l'exonération. Donc bon, faut continuer à travailler sur ces matériaux-là, soit se dire quelles sont les alternatives recyclables qui existent, ou est-ce qu'on peut créer une filière au cas où l'exemption ne perdure pas dans le temps, au-delà de 2035. Ça fait lien avec la dernière question que je vois là sur est-ce qu'il y a des exemptions qui sont prévues. Donc dans le PPWR, on vous les a mis ici sur ces typologies d'emballage. Il y a beaucoup de questions. Apparemment, on va essayer de les prendre aussi, de vous répondre dans le chat. Je vais laisser la main à Oriane et Vincent et je reste dans le chat pour répondre à toutes vos questions. Merci Pauline. Alors, on enchaîne. Donc, je pense que là, cette partie-là, on va rentrer un peu plus en détail dans la méthodologie. Ça va aussi vous donner des réponses aux questions qu'il y a eu sur comment est-ce qu'on passe d'un grade à un score et vice versa. Donc, on va rentrer dedans. Et comme disait Vincent, c'est vraiment les règles du jeu par rapport à ce qu'on peut faire jusqu'en 2028. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui s'applique en France jusqu'en 2028. Alors, il y a 6 étapes aujourd'hui. Cette méthodologie, on peut la retrouver du coup quand on va rentrer au niveau de l'outil tri, donc sur l'espace client chez Citeo. Je vous ai mis le petit lien sur les slides. Elle est en 6 étapes et on va rentrer dans le détail de ces 6 étapes. La première, c'est de clarifier à quel niveau d'emballage l'analyse de la recyclabilité doit être réalisée. Donc cette première étape-là, elle permet de savoir si est-ce que quel est le corps finalement, le corps principal, l'élément principal de mon emballage, qu'est-ce qui est un élément associé, c'est-à-dire est-ce qu'il va suivre le corps de l'emballage tout au long de son cycle pour être recyclé, ou est-ce que ces deux éléments séparés, et donc ils peuvent avoir une vie indépendante finalement au moment où ils sont mis dans le bac jaune. Donc pour savoir si mon élément est associé ou pas, il y a une règle assez simple qui permet d'y répondre, qui est est-ce que l'élément est mécaniquement lié à l'élément principal. C'est par exemple, là, on a un pot de yaourt. Ce pot de yaourt, il a un opercule, il a une étiquette, et un cavalier. Finalement, on a l'unité, l'emballage, il est constitué de tous ces éléments-là. Et finalement, l'opercule et l'étiquette vont être collés, vont être associés puisqu'ils sont mécaniquement liés entre eux. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont suivre tout le pot, l'élément principal, le pot, dans les étapes de collecte, de tri et de régénération chez le recyclable. En revanche, le cavalier, finalement, il va être éliminé lors de la consommation. Le consommateur va d'abord retirer le cavalier carton pour pouvoir prendre son pot de yaourt et le consommer. Donc, ces deux éléments-là vont finalement avoir une vie indépendante une fois qu'ils vont être dans le bac jaune. Donc, si on a des éléments associés, typiquement tous les éléments de fermeture sont par définition considérés comme associés et on va devoir analyser la recyclabilité avec le corps principal.
j'insiste sur le fait que c'est le corps principal qu'on cherche à recycler. On a eu une question tout à l'heure qui est finalement que devient mon opercule? Est-ce que mon opercule doit être recyclé en même temps que le corps principal? La réponse est non. C'est pas obligatoire. C'est pas ce qu'on cherche à faire. D'abord, dans un premier temps, c'est vraiment de recycler l'élément principal puisque c'est là où il y a le plus de poids, c'est là où il y a le plus de matière. Donc, on peut se faire... donc là, je vous ai mis quelques exemples d'éléments qui sont à analyser ensemble et qui sont à analyser dissociés. Typiquement, le paquet de biscuits, aujourd'hui, il est composé d'une boîte carton, d'un sachet type Flopack et d'une barquette. Ces éléments-là ne sont pas liés mécaniquement entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont pas collés, ils sont pas attachés. Et donc, du coup, on a 3 analyses de la recyclabilité à faire. Une pour la boîte carton, une pour le sachet et une pour la barquette. Pareil pour le pack d'eau, on a les bouteilles qui est composée du coup, elle, d'un bouchon et d'une étiquette qui sont analysées ensemble et le film de regroupement à part. Dans le cas du bagging box, aujourd'hui, l'analyse doit se faire associée puisque la poche, elle est mécaniquement liée, elle est vraiment attachée. Il y a un geste conso qui doit être fait pour pouvoir les séparer, qui est pas systématique. Pareil pour le beurrier. Tout ce qui est barquette, opercule et couvercle, aujourd'hui, le couvercle va être clipsé et le geste conso fait que l'opercule reste en partie dans la barquette. Donc, c'est analysé ensemble. Et pareil, tout ce qui est sachet et fermoir pour le pain de mie, aujourd'hui, il est associé parce que c'est un élément de fermeture qui est à considérer associé. La deuxième étape, c'est de définir à quelle famille appartient l'emballage. Donc typiquement, il faut que la famille sur laquelle il est rattaché doit être composée à plus de 50% en poids du matériau X. Donc c'est-à-dire que là, l'exemple que je vous propose, c'est un flacon qui est composé d'un flacon en verre de 40 grammes, d'une étiquette en plastique de 1 gramme, d'un spray plastique de 4 grammes et d'un capuchon d'un aluminium de 3 grammes. Et donc, le tout fait 40 grammes et finalement, c'est le verre c'est le verre qui représente le matériau majoritaire en termes de poids. Donc, il appartient à la famille des emballages en verre. Donc ça, c'est une règle qui est assez simple. En gros, le matériau majoritaire vient composer l'emballage, définir la famille à laquelle il appartient. Les encres, tout ce qui est encre, colle et vernis ne sont pas inclus dans le calcul du poids du matériau. Et si parmi tous les matériaux qui composent l'emballage, il n'y en a pas un qui représente plus de 50% du poids total, alors l'emballage est considéré comme un multimatériau et donc sans matériau majoritaire, donc ce qui fait qu'il n'aura pas de filière dédiée adaptée. Donc une fois qu'on a défini la famille de matériaux à laquelle l'emballage était associé, il faut qu'on vérifie qu'il a bien une filière de recyclage industriel qui existe. Donc là, la liste des filières qui sont à l'écran sont celles qui sont opérationnelles à l'échelle nationale à date. Les autres ne sont pas ou n'existent pas ou sont en cours de développement. Donc surtout les filières en développement, elles seront ajoutées notamment dans l'outillerie et dans cette méthodologie lorsqu'elles seront opérationnelles et lorsqu'il y aura des recommandations qui seront disponibles. Donc là, c'est important de vérifier finalement si l'emballage a bien sa filière de recyclage industriel. Ensuite, la troisième étape, c'est de vérifier qu'il s'intègre correctement dans cette filière. C'est-à-dire que même si on a un matériau majoritaire, on a une filière dédiée, ça peut encore ne pas être recyclable si on n'a pas finalement tous les éléments qui permettent de le recycler. Notamment, c'est les 6 comités matériaux que vous voyez à l'écran qui définissent du coup des matrices de recyclabilité, qui va classer finalement les associations qui sont possibles avec les matériaux pour permettre la recyclabilité. En gros, il y a certaines associations de matériaux qu'on peut faire qui ne vont pas impacter la recyclabilité du corps principal de l'emballage.
parce que c'est vraiment ce qu'on cherche à recycler, c'est le corps principal. Et certaines associations qui ne sont pas qui ne sont pas voulues, qui sont pas tolérables. C'est-à-dire que si par exemple on vient associer un élément en PVC ou un élément métallique dans une filière PET, on sait que ça va venir impacter la qualité de la matière recyclée chez le régénérateur final. Et c'est les comités matériaux qui nous donnent ces règles-là. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de ce que c'est ces matrices de recyclabilité, donc en France, on a des matrices à 4 niveaux, donc on a une compatibilité totale idéale, donc on a cette colonne un peu idéaliste c'est vraiment vers ce à quoi on souhaite aller. On a donc en vert foncé, c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est l'idéal qu'on cherche à atteindre. En vert clair, c'est tout ce qui est compatibilité partielle tolérée, c'est-à-dire que vraiment là, on est dans quelque chose qui marche bien. On a une compatibilité qui est bien maîtrisée et le flux reste de bonne qualité. Si on est déjà dans cette colonne verte claire, on est très bien. C'est-à-dire que le travail d'éco-conception qui a été fait, le job est fait. Ensuite, on a une colonne orange qui est la compatibilité limitée à éviter. Donc cette catégorie, les éléments qui sont classés dans cette catégorie, c'est vraiment une catégorie où on sait que c'est pas idéal. C'est-à-dire que la filière s'est adaptée, on arrive à le gérer, mais on sait qu'il y a quand même un impact. Et c'est là où finalement tout notre travail d'éco-conception, il a encore du sens pour essayer d'améliorer la recyclabilité. Si par exemple, des fois on n'a pas d'alternative, on sait que techniquement c'est compliqué, que ça vient dégrader, impacter de façon maîtrisée la qualité, et on a un travail d'innovation à faire à cet endroit-là. Et ensuite, il y a la colonne en rouge, et cette colonne en rouge qui est non compatible aux perturbateurs. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont connues, c'est-à-dire qu'on sait que ça ne marche pas, c'est quelque chose qu'on ne souhaite plus avoir associé avec l'élément principal, ou des matériaux qui sont non compatibles, et il faut absolument ne pas avoir d'éléments à cet endroit-là. Et on sait qu'il y a des alternatives. Souvent, quand c'est en rouge dans cette catégorie, ça veut dire qu'il y a des alternatives qui fonctionnent dans les autres, que ce soit en orange, vert, il y a des alternatives qui marchent. Voilà, donc ces matrices de recyclabilité, finalement, c'est les comités qui nous les donnent. Et ensuite, l'équipe éco-conception de Citeo va traduire du coup les travaux de l'ensemble de ces comités en outils digital concrets à l'usage des metteurs en marché. Donc c'est l'outil TRI que vous avez dû sûrement déjà essayer. Et ça permet de modéliser en ligne du coup la recyclabilité des emballages qu'on souhaite évaluer. Donc là, il y a un exemple pour un emballage de café en PET-PE avec une barrière aluminium sur tri. Donc c'est juste pour vous donner un petit visuel de ce que ça peut être. On va rentrer un peu plus en détail. C'est important de se dire que cet outil tri, finalement, c'est vraiment une restitution des travaux de R&D des comités matériaux. Et donc, il va vraiment aller piocher dans toutes ces catégories les éléments qui sont acceptables, non acceptables. Aujourd'hui, TRI se base exclusivement sur ces recommandations. Il y a les recommandations, il y a pas de possibilité de pouvoir modéliser ça via Recyclas ou via Cyclos ou les autres. Et en fonction des choix de modélisation qu'on a dans TRI, en gros, en fonction de comment on va modéliser l'emballage dans TRI, les recommandations, elles peuvent varier parce que elles peuvent varier dans le sens où si on le modélise pas correctement, l'outil peut nous donner la mauvaise réponse en fonction de comment on va le dire. Je vais vous expliquer un petit peu après. Par exemple, on a un exemple ici, c'est une étiquette sur un emballage carton. L'étiquette, c'est un plastique PP, du coup d'un certain poids, et on doit lui définir un adhésif. Et l'adhésif qui a été choisi dans ce cas-là, ça a été, par exemple, je connais pas forcément la composition de mon adhésif, et donc je vais mettre autre adhésif à un moment donné. Sauf que le CEREC, derrière, pour
lui, a défini des adhésifs ou des colles qui sont acceptables ou non acceptables. Donc là, on voit dans les matrices qu'il y a par exemple classable, éliminable. Ils doivent être, ça peut être dispersable ou ça peut être partiellement dispersable et ou non classable si c'est celle-ci, on n'en veut pas du tout. Donc il y a des différentes catégories qui ont été définies par le comité matériaux de l'OCEREC. Là, vu que le choix a été mis autre adhésif, finalement, l'outil tri se base uniquement sur ces catégories. Donc, du coup, il va lui dire, je ne sais pas, en fait, pas de classement connu parce que je ne sais pas de quel adhésif, finalement. Donc, l'évaluation n'est pas possible. Donc, c'est là où il faut être un peu vigilant. C'est-à-dire que si l'outil, à un moment donné, vous donne un élément, il peut pas aller forcément jusqu'au bout. Il faut vraiment être vigilant sur comment est-ce que je vais modéliser finalement chaque élément pour s'assurer que j'ai un équivalent dans les comités matériaux, dans les matrices de recyclabilité. La quatrième étape de la méthodologie, c'est la méthodologie va donner un taux de recyclabilité. Il y a un calcul de taux de recyclabilité qui se modélise via un pourcentage. En gros, mon emballage est recyclable à 96,1% dans ce cas-là. Et ce taux, il correspond à la part maximum de l'emballage qui pourrait être recyclé en supposant que le geste de tri et l'orientation vers la filière visée, que tout ait un rendement de 100% du process de recyclage. Donc, si je me positionne dans un monde idéal, quelle est la capacité maximale de l'emballage que je peux recycler si j'étais capable de tout capter. Donc, je reprends l'exemple du beurre. On a une barquette en PP à 11 grammes, un opercule multi de 0,7 grammes, un couvercle PP de 6 grammes. Donc, je sais que l'analyse doit se faire associée, donc ça veut dire que je dois calculer la masse totale de mon emballage. Ici, du coup, 17,7 grammes. Et la barquette PP et le couvercle PP sont les deux éléments qui peuvent être recyclés dans la filière plastique PP. Donc, je peux valoriser 17 grammes de matière. Donc, ça me donne un taux de recyclabilité de 96,1%. Donc tout ça, c'est très théorique, mais ça vous permet déjà de donner une évaluation, la capacité maximale de la recyclabilité de l'emballage. L'opercule multi, lui, va avoir une densité qui va faire qu'il ne va pas perturber la recyclabilité de l'emballage. On ne sait pas ce qu'on cherche, c'est pas ce qu'on cherche de toute manière à recycler. Dans ce cas-là, on cherche vraiment à recycler la barquette, qui est l'élément principal le plus lourd. Ensuite, une fois qu'on a ce taux de recyclabilité, il y a le niveau de recyclabilité qui va être défini. Le niveau de recyclabilité, c'est le résultat final de tri, du coup, et de la méthodo, qui tient compte du taux de recyclabilité qu'on vient de voir précédemment et de la compatibilité de chaque matériau de l'emballage. Si par exemple, donc là, on a 5 niveaux, on a tout ce qui est au-dessus d'un taux de recyclabilité de entre 50 et 80%, l'emballage va être recyclable. Et ensuite, de facto, on est recyclable, c'est-à-dire jusqu'au niveau 3. Si ensuite j'ai des éléments qui seraient classés en orange, par exemple dans les matrices de recyclabilité, et ben ça va venir dégrader ma note. Et si je suis en un taux de recyclabilité inférieur à 50%, par contre là, la majorité de l'emballage n'est pas recyclable. Du coup, on ne peut pas valoriser la matière. Du coup, l'emballage est non recyclable. Et pareil, si j'ai un taux presque à 95%, mais que j'ai mis un élément qui est classé en rouge, un élément par exemple associé, classé en rouge tel qu'une étiquette en PVC par exemple, un manchon PVC sur une bouteille en PET, et ben là je vais être automatiquement classé en rouge, même si ma bouteille en PET elle est tout à fait recyclable dans la filière, parce que le manchon PVC va venir perturber significativement la recyclabilité. Donc je reviens sur mon exemple du beurre. Par exemple, donc on avait un taux de recyclabilité de 96,1%. Et là, le niveau de recyclabilité est en A, puisqu'il n'y a pas d'élément qui vient perturber.
on arrive finalement à valoriser pas mal de matières. Autre exemple, on a donc un flow pack en PE avec une barrière SIOX. Donc là, les recommandations du COTREP pour la barrière SIOX sont classées comme compatibilité limitée à éviter. Donc le flow pack a bien une filière de recyclage PE, flow pack PE, recyclabilité des souples PE, et donc théoriquement on a un taux de recyclabilité de 100%, puisque finalement la barrière elle est liée à la matière PE, donc tout l'emballage complet avec sa barrière va être emmené dans le flux de recyclage. Par contre, quand on a le niveau de recyclabilité associé, finalement, même si 100% peut être recyclé, le niveau de recyclabilité tombe en orange, niveau C, parce que on a cette barrière qui est classée en orange dans les recommandations du COTREP. Donc on a ces deux résultats, et donc il faut arriver à comprendre que des fois on a beau être recyclable à 100%, bah finalement mon niveau il peut des fois être impacté du fait des choix d'éco-conception qu'on a fait. Des fois, on n'a pas le choix. Ça ne veut pas dire que là, il n'est pas recyclable. C'est-à-dire niveau C, on est encore acceptable et recyclable. Par contre, il y a des éléments qui peuvent impacter la qualité de la matière recyclée. Un autre exemple, du coup, le sachet de pain de mie. Là, on a un sachet PE avec un fermoir en aluminium. Donc là, de la même manière, la masse d'éléments recyclables totale correspond à celle du sachet PE. Donc on est à 94,3%. Et donc toute la partie fermoir aluminium n'est pas prise en compte dans la partie recyclable. Et là, donc on vient lui ajouter finalement un élément en aluminium. Donc la compatibilité de l'aluminium dans le système de fermeture avec des souples PE, ça reste aussi un limitant. Donc là, même si le fermoir aluminium ne sera pas recyclé, ça vient également dégrader la note de recyclabilité, le niveau de recyclabilité au niveau C. Et là, c'est de la même manière, c'est vraiment lié à où est-ce que c'est classé dans les matrices recyclabilité du COTREP, la partie aluminium. Voilà pour la partie méthodologie recyclabilité. Alors, on va pouvoir échanger et répondre à vos questions. Alors, une première question qu'on a, c'est pourquoi donc avez-vous parlé de l'opercule comme élément associé, vu que l'opercule est obligatoire pour ouvrir et séparable pour consommer le produit. Donc on est vraiment donc le corps de l'emballage, ça va être l'élément le principal, le plus lourd, et donc il va y avoir des éléments associés. On parle d'opercule, on parle de couvercle, on parle de bouchon, on parle d'étiquette, et c'est vraiment l'élément le plus lourd, l'élément principal qu'on cherche à recycler. L'opercule, bien sûr, qui peut être obligatoire, et des fois on est obligé d'avoir un système de fermeture étanche et qui permet de préserver le produit. Et souvent c'est des composés et des matériaux qui peuvent être complexes, difficiles à recycler, donc c'est pour ça qu'il faut arriver à les concevoir de telle sorte à ce que dans le process de recyclage, on puisse les éliminer correctement pour pouvoir recycler l'élément principal. Alors, les recommandations COTREP, du coup, c'est vrai que tous ces comités matériaux, qu'est-ce qu'ils vont devenir finalement en 2030 après l'application, du coup, l'entrée en vigueur de la PPWR, et ces recommandations COTREP, c'est vrai que je pense que Vincent va en parler dans la partie juste après. C'est quel est le devenir finalement de tout ça. C'est finalement les normes et le droit européen qui va s'appliquer. Donc il y aura cette harmonisation finalement que tout le monde cherche à avoir, puisqu'aujourd'hui on a ces recommandations françaises, mais on a d'autres comités européens, des instances européennes qui en ont d'autres. Donc ces recommandations vont s'aligner de toute manière sur le droit européen.
Une autre question qu'on a, donc c'est le niveau de recyclabilité donne des infos plus justes. Donc, ça sert à quoi finalement de calculer le taux de recyclabilité? Donc le taux de recyclabilité, c'est vraiment la capacité théorique qu'on peut en termes de valorisation matière. C'est-à-dire qu'un recycleur finalement, il va être intéressé par si vous me faites un emballage papier carton avec un peu de plastique, ben finalement moi je suis un recycleur de papier carton, ce qui m'intéresse c'est le papier carton, c'est pas le plastique, donc j'aimerais que vous maximisiez la partie papier carton. Donc il y a quelle est la valeur finalement en termes de capacité de taux de recyclabilité. Après on peut avoir un taux de recyclabilité qui peut être bon, c'est le cas du Flowpack PE avec une barrière, mais finalement qui a une qualité de recyclé qui est pas terrible. Et donc cette note, ce niveau de recyclabilité reflète finalement la qualité du recyclé qu'on peut avoir derrière. Si on a des éléments associés qui sont perturbateurs, mais finalement, j'aurais beau avoir un taux de recyclabilité qui est bon, finalement la qualité est pas terrible. Donc c'est un petit peu ça que ça permet de refléter. Une autre question, donc dans le cas d'une analyse dissociée, si l'élément principal est vert et un élément associé est rouge, comment est classé le niveau de recyclabilité? Donc si on a deux analyses distinctes qui se font, et si on a un qui est rouge, disons que l'UVC global reste rouge. Si on se place en 2030, il faut que tous les éléments soient recyclables. Ça veut dire que potentiellement il y en a un qui ne le sera pas. Donc c'est vraiment important d'avoir cette notion de séparabilité parce que ça permet de savoir finalement quels sont les éléments associés qui doivent être quel est l'élément associé s'il n'est pas recyclable mais qu'il est associé avec un élément principal. Est-ce que les règles de conception et de recyclabilité sont les mêmes? Donc s'ils sont bien distincts séparément, il faut qu'ils puissent être recyclables de façon indépendante. Donc c'est assez important, oui. Oui, tu avais d'autres questions par exemple, Ariane. Je peux peut-être la prendre. C'est comment c'est pris en compte la communication de QCE entre entièrement recyclable et majoritairement recyclable, et finalement cette complexité d'avoir un score d'un côté et d'un grade, une note ABC de l'autre. Donc ce qui est important c'est qu'on peut être à 95%, même 100% en termes de score. Mais si j'ai des éléments en orange, en fait, je ne serai pas entièrement recyclable. Je serai majoritairement recyclable parce que cet élément en orange va finalement me faire baisser en termes de score. Enfin, en termes de grade. J'aurai un bon score, mais j'aurai un grade plus bas à cause de orange. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi cette méthode elle est construite comme ça? C'est parce qu'on a vraiment voulu séparer ce qui est quantitatif et ce qui est qualitatif. Ce qui est quantitatif, c'est finalement quels sont les matériaux à l'intérieur de votre emballage qui terminent dans la matière recyclée. Ça, c'est hyper factuel. Je peux le mesurer, je peux aller le contrôler à la sortie du recycleur. Et ça, c'est le score. Et ensuite, le qualitatif, j'ai ce orange qui vient pénaliser mon grade. Alors, on ne vient pas réduire le score parce que on ne voyait pas trop d'intérêt à faire quelque chose d'un score virtuel. Donc, on a un score et ensuite, ça nous exclut des grades A et B, 1 et 2 d'entrée, si j'ai quelque chose en orange, pour montrer qu'en termes de qualité, j'ai un impact. Tu avais aussi une question, Ariane, je peux peut-être te passer la question de pourquoi on ne fait pas un score, un grade pour l'ensemble de l'emballage. Le carton avec son emballage en verre à l'intérieur et son bouchon, pourquoi on fait un score, pourquoi on fait un grade pour le carton d'un côté et pour le flacon de l'autre? Disons que on les sépare parce que déjà ça leur permet aussi d'avoir une chance en termes de recyclabilité des deux côtés et qu'à un moment donné on a besoin des deux. On va avoir du coup ces emballages en verre, du coup donc là le verre va en plus avoir une collecte dédiée. Il va y avoir une taux dédiée et cet élément carton à côté qui va pouvoir intégrer une filière dédiée au niveau de la recyclabilité papier-carton. Si on avait les deux ensemble et qu'on analysait ça ensemble, finalement, on aurait
on aurait un score qui serait pas le bon. On a encore des questions sur la partie éléments associés. Donc c'est vraiment la question de est-ce que mes deux éléments sont mécaniquement liés? Est-ce que dans la consommation finalement de son produit, est-ce que le consommateur va séparer les deux? Et typiquement, si on reprend le cas des emballages des bouteilles en verre ou un pack de bière finalement en verre avec un paquet carton, pour pouvoir consommer son emballage, c'est bien, on va séparer les deux. C'est un geste consommateur qui se fait plutôt facilement. Et donc du coup, en plus d'une collecte de verre dédiée à différents endroits, donc on arrive à avoir deux chemins distincts. Les deux éléments vont pouvoir suivre distinctement leurs deux chemins. Ils vivent leur vie d'emballage recyclé séparément. Et pour prendre des cas plus compliqués, parce que celui-là, on le perçoit tous, hein, cette bouteille qui est séparée de son pack en carton. Mais par exemple, on a le même cas sur un opercule de bouteille de ketchup ou de mayonnaise. Si vous voyez, si vous regardez ce que vous faites chez vous, tout le monde retire cet opercule-là avant de revisser le bouchon. Il y a zéro risque de le remettre à l'intérieur. Et d'ailleurs, on le voit en centre de tri ou chez les recycleurs, c'est pas réassemblé à un certain moment. Donc là, c'est vraiment séparé. Et si je reste sur ce sujet opercule, mais je me mets sur les bouteilles de lait, là, j'ai un tiers des bouteilles où il y a encore l'opercule attaché dessus. Et ça impacte assez fortement le recyclage. Donc en fait, c'est cette connaissance de savoir si l'élément est encore attaché. C'est pas parce qu'on dit aux consommateurs de séparer, c'est pas parce que nous, en tant que professionnels, ça nous paraît évident qu'il faut les séparer que les gens le font. Et s'ils le font pas, on a un impact à la fin. Et sur le lait, ça peut être soit les gens qui le laissent, soit ça peut être l'opercule qui se déchire. Donc on a en plus plusieurs leviers en termes de design pour contrer ça, si on veut vraiment que ce soit un élément séparé. On a eu des questions sur le couvercle aussi, sur la séparation là dans le chat. Enfin, juste se dire, on conçoit tous qu'un couvercle sur un pot de crème fraîche, c'est pas la même chose qu'un couvercle sur, par exemple, des compléments alimentaires avec une double protection pour que les enfants les mangent pas. Dans le cas de la crème fraîche, je n'ai pas la preuve, mais il y a une probabilité que dans le camion de collecte, par l'écrasement, ça se sépare. Donc ça pourra être intéressant d'aller creuser ça et d'apporter une réponse sur est-ce que ça se sépare ou pas avec des chiffres. Sur une double sécurité pour que les enfants ouvrent pas, on le trouvait aussi sur les dosettes de lessive avant, sur des barquettes plastiques, ça se trouve encore sur des boîtes carton. Là, ça s'ouvrira pas en fait, parce qu'il y a une sécurité. Et donc ça nous demande, on peut pas juste dire un couvercle ça se sépare. Ça dépend aussi de la force d'ouverture. C'est un peu plus complexe que ça. Au sein de Citeo, on étudie cette séparabilité des éléments. On est en train de mettre en place donc il y a un protocole qui permet d'évaluer la séparabilité des éléments et on a des équipes chez nous qui vont mettre dans des poubelles jaunes des emballages à tester. On va regarder ensuite le comportement lors de la collecte dans les packs, dans le camion de collecte, et ensuite voir comment est-ce que ça arrive dans les centres de tri, pour vraiment se rendre compte de savoir si, par exemple, s'il y a un couvercle clipsé sur un pot, ou est-ce que le design du couvercle et le design du pot peut jouer un rôle si demain le consommateur remet le couvercle au moment où il met dans la poubelle jaune. Est-ce que finalement la compaction et tout le chemin de collecte peut séparer les éléments, ou est-ce qu'ils vont rester associés, et en fonction des choix de conception, des choix de design, et potentiellement ça peut donner des pieds d'éco-conception. Est-ce que je peux me permettre de faire de matériaux différents le couvercle du pot si je m'assure que les deux éléments sont bien séparés, y compris dans le schéma de collecte, sans forcément que ça soit le consommateur qui fasse ce geste. On peut pas considérer que le consommateur fasse le geste systématiquement. Je pense que certains peuvent le faire, d'autres peuvent ne pas le faire. Et comment est-ce que je m'assure dans mon design d'emballage, si je veux que mes deux éléments soient séparables, comment je m'assure que ça soit le cas? On a le cas sur les manchons, les bouteilles manchonnées, comme on peut pas compter finalement que sur le consommateur pour venir séparer le manchon, tirer sur une petite languette, ça suffit pas. Certains vont le faire, d'autres vont pas le faire. Pareil pour le bag-in-box. On sait que le geste de conso de les séparer doit se faire, mais est-ce qu'on compte que sur ce geste-là ou pas pour pouvoir encourager ce geste? Voilà, ça c'est des choses
c'est des choses qu'on étudie, qui sont hyper importants finalement dans cette évaluation de la recyclabilité. Autre question, est-ce que les filières de traitement ont la possibilité de distinguer les niveaux A des niveaux C et de séparer les flux? Eh bien non, bien sûr que non. C'est-à-dire que quand le recycleur il arrive, il voit son emballage arriver dans son flux, il est pas capable de distinguer si finalement c'est un bon ou un pas bon, ou est-ce que il a une barrière qui va lui perturber sa matière. Il a il y a des étapes, hein, c'est-à-dire qu'il y a du tri optique, ils viennent vérifier par des tests infrarouges si c'est tel ou tel matériau pour pouvoir faire un peu de qualité. Il a des bacs de flottaison, c'est-à-dire qu'il joue sur la densité. Un élément de fermeture ou un opercule qui veut retirer dans son process, il va utiliser la flottaison. Si sa barquette, il cherche à ce que sa barquette coule, il va vouloir éliminer tous les opercules parce qu'on va plutôt mettre un opercule qui flotte, comme ça on va pouvoir le supprimer. Donc il y a certains éléments comme ça on joue sur les matériaux, sur la densité, sur du tri à l'entrée, il y a des tests infrarouges, mais ils peuvent pas faire déjà c'est du traitement de masse et on peut pas compter que sur eux pour pouvoir vraiment faire la partie qualité. On a un rôle à jouer en tant que metteur en marché et au niveau de l'éco-conception pour les aider à avoir une bonne qualité. Oui, donc on a une question aussi sur l'exemple du fer-mort d'aluminium du sachet de main de mie. Donc il est considéré comme lié au sachet parce que c'est un élément de fermeture et il est complètement amovible, mais ça reste un élément de fermeture et on cherche du coup à ce qu'il soit associé de la même manière que le bouchon, hein. Le bouchon sur une bouteille de vin, c'est le même principe. Donc la méthodo dans tous les cas, c'est quelque chose qui est pas figé. Cette méthodologie, elle va évoluer même de par principe sur le fait que aujourd'hui elle prend pas en compte la partie réemploi, mais il y a tous les travaux, Citeo mène tous les travaux sur la partie réemploi, donc les méthodos doivent évoluer pour prendre en compte cette partie-là. Notamment sur tout ce qui est barquette inox. Donc c'est des choses qui sont pas figées. Aujourd'hui, il y a une liste dans cette méthodologie des éléments considérés comme associés ou dissociés, dont on en a parlé, et avec ces choix qui ont été faits. Voilà. Peut-être il y a une partie sur la différence entre les méthodos et les normes. Donc les règles qui sont mentionnées sur associé et principal seront-elles les mêmes au niveau Europe? Ici, les couvercles du beurre est considéré comme associé. Est-ce que l'Europe de demain considérera que les couvercles est associé? Les règles ne vont pas changer versus gestes de tri différents dans chaque pays. Donc je pense que c'est la très bonne transition, Vincent, peut-être avec ce que tu vas présenter après. Si tu veux dire un mot sur cette question de éléments associés ou dissociés qui fait beaucoup parler, sur comment est-ce que l'Europe va les considérer demain? Et en direct par une question assez technique du coup pour ce qui est prévu dans l'Europe, mais allez, pourquoi pas. Et pour l'instant, sur ces questions d'associer ou de séparer, l'Europe s'inspire beaucoup de ce qui se passe en France. Donc il y a vraiment cette notion dans PPWR, cette notion de integrated component ou separate component. Integrated, un composant intégré, c'est quelque chose qui va accompagner le corps de l'emballage jusqu'au chez le recycleur. Separate, c'est un composant qui va être séparé avant le recycleur. Et puis ensuite, on peut encore avoir des séparations chez le recycleur, mais il y a au moins, on se pose cette question de qu'est-ce qui se passe avant. Pourquoi on se pose cette question dans PPWR comme ça ou dans les normes? L'idée, c'est de se dire si c'est séparé par le consommateur, si c'est séparé par le camion de collecte, par le centre de tri, peu importe, si c'est séparé avant le recycleur, en fait, vous en tant que fabricant d'emballage, vous en tant que marque, vous devrez regarder le tableau qui correspond à chaque composant séparé. Donc, prenons un exemple sur
restons sur ces histoires de couvercle. Imaginons que le couvercle est séparé du pot. Et ben, je vais regarder un tableau pour le pot, par exemple du PPE, et un tableau vert jaune-rouge pour le couvercle, par exemple du PET. Et je vais regarder les deux. Et comme ça vous permet à la fin d'avoir un seul grade. C'est ça qui est important. À la fin, vous avez un seul score, un seul grade pour les deux. Sur le cas d'un pot avec un couvercle. Donc ça, c'est l'esprit de PPWR. Qu'est-ce qu'on a fait dans les normes? C'est qu'on propose comment on le fait concrètement. Donc il y a deux façons de le faire concrètement dans les normes à date, à valider encore avec tous les autres matériaux, parce que c'est des normes que plastique, ce que je suis en train de parler. C'est que soit on a une preuve qu'on est obligé de le séparer complètement avec zéro possibilité de le remettre dedans ou dessus, ce composant. Alors là, du coup, on peut considérer que c'est séparé. Mais il faut vraiment que je sois obligé de l'enlever entièrement et que je puisse pas le remettre. Donc typiquement, l'opercule de pot de yaourt, je suis obligé de l'enlever entièrement, on va dire, pour pouvoir consommer, mais on trouve un tiers des Français qui le remettent au fond du pot. Ça marche pas. Je reviens sur mon ketchup. Là, ça peut marcher parce qu'il n'y a aucune raison que je remette cet opercule à l'intérieur du ketchup juste après avoir ouvert, vu qu'il y a encore plein de produits et que je vais pas le manger en une fois. Et donc voilà. Donc là, on a cette première chose. Pas de test. On peut dire, moi, je décide que c'est séparé. Et si on n'est pas dans un cas comme ça, n'importe qui peut aller prouver par un test en centre de tri qu'il y a une bonne séparation. Donc là, il faut aller voir le centre de tri, il faut aller voir les déchets, les caractériser et dire, bah regardez, je vous prouve que c'est séparé. Et alors là, on peut modéliser en séparé. Mais voilà. Et donc en France, on a à peu près le même modèle. On n'est pas loin, mais voilà. Donc ce sera pas très proche en fait entre France et Europe là sur la modélisation des éléments intégrés et séparés. Et ben on passe à l'Europe. Et comme ça, vous voyez, enfin, pas de souci si vous voulez aller dans le détail de ces questions européennes. On va commencer par ça. J'ai fait exprès de surcharger cette slide. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on a plus de 30 méthodes qui existent sur le plastique au niveau européen. Alors, vous retrouvez la galaxie des comités français au centre. Mais en fait, on a plus de 30 méthodes différentes. On en a 4 sur le papier carton, on en a une trentaine sur le plastique. Il y en a une ou deux sur le verre et le métal. Mais voilà, enfin, le métal sur l'acier et l'alu. Et voilà, ça commence. On n'en a pas sur d'autres matériaux, hein, comme la céramique, l'inox ou autre, ou le bois d'ailleurs. Mais voilà, on en a beaucoup trop. Et du coup, vous, en tant que fabricant d'emballage, en tant que marque, ça devient impossible de concevoir un emballage recyclable dans cette configuration. Et par-dessus, depuis quelques années, vient de se mêler du droit national, qui vous dit en France ce sera comme ci, et puis en Allemagne ce sera comme ça, et puis en Suède ou en Espagne ce sera encore différemment. Donc en plus des initiatives volontaires, vous avez du droit qui vient vous dire qu'est-ce qui est recyclable. Donc là, ça devient hyper compliqué pour tout le monde. Du coup, on a un besoin urgent d'harmonisation au niveau européen, et c'est ce que propose PPWR dans son article 6. Donc on a quoi dans l'article 6? C'est qu'on a une obligation, comme l'a expliqué Pauline, d'avoir des emballages recyclables via leur design. Et ensuite, il y a des obligations d'avoir des filières en place pour les recycler. Donc, il y a d'abord cette étape design, ensuite cette étape que les filières soient en place. Et on attend des actes délégués pour pouvoir appliquer. Donc là, PPWR va être voté d'ici quelques jours. Derrière, on attend des actes délégués qui vont arriver un peu tardivement. J'ai répondu dans le chat, là, il y a quelqu'un qui me disait, mais attendez, 2028 pour application 2030, ça marche pas. Exactement, ça ne marche pas. Industriellement, c'est dingue, 2 ans. Donc, ce qui est très important, c'est ce qui est à droite de l'écran, c'est de passer ce développement des normes. C'est-à-dire que très tôt, en 2023, quand PPWR était encore en discussion, et ben en fait, on est allé défendre au niveau européen l'idée d'aider les actes délégués via la norme, via les normes EN. Donc, créer au sein du CEN, au niveau européen, un groupe de travail. Ça s'appelle son petit nom, c'est le TC261 SC4 WG10, si ça vous intéresse, pour le remettre dans les questions-réponses si vous voulez. Mais voilà, on a créé un groupe pour adresser
ces questions de recyclabilité et aider les actes délégués, parce qu'on imaginait bien que c'était pas stratégique de laisser la commission faire toute seule ces questions de recyclabilité qui sont quand même assez techniques. C'était pas souhaitable, un, parce qu'on n'aurait jamais un tour de table suffisant pour être représentatif, et deux, parce qu'une fois que c'est écrit dans le droit, ben c'est un peu figé, alors qu'on est dans un monde d'innovation quand même. Donc du coup, c'était un peu dommage de le figer. Et donc l'idée, c'est de dire, on propose des normes, et ça se retrouve dans le texte final de PPWR en disant que la commission devra tenir compte des normes développées par le CEN. Et ce qui est très important dans tout ça, c'est qu'on est en train de passer d'un système qui était volontaire, le COTREP, Recyclas, Cyclos, je ne sais qui, PBP, ou CFlex, à un modèle qui va être un cadre harmonisé européen. Et comme ça, vous aurez une seule règle de design pour les emballages. Alors, on a démarré par le plastique, j'ai beaucoup parlé de plastique, parce que en 2023, quand la commission commence à initier, avec la commission, on commence à réfléchir à ce sujet, la France et l'Allemagne ont demandé à ce que les normes portent sur tous les matériaux et ça a été refusé. À ce moment-là, il y avait une sorte d'urgence sur le plastique liée à l'actualité. Donc on a démarré plastique et comme vous allez le voir, maintenant on est en train de le faire enfin sur tous les matériaux. Donc ça s'est fait en 2 temps. Je reviens 2 secondes sur PPWR. Pauline vous l'a déjà présenté. Ce qu'il faut bien se dire dans PPWR sur la recyclabilité, c'est qu'on a 2 gros blocs. Un, à gauche, l'interdiction des emballages, avec différentes dates, pour savoir si c'est interdit ou pas. Et le deuxième gros bloc, c'est l'éco-modulation. Plus vous avez un score qui s'éloigne de A, plus de temps. Si vous êtes en C, vous payez plus que si vous êtes en B, et vous payez plus si vous êtes en A, chez Citeo demain. Et ce sera pareil chez nos confrères. Donc, il y a vraiment ce sujet-là. La recyclabilité est traitée d'un point de vue interdiction et éco-modulation. Ce qui est intéressant à noter, c'est que PPWR ne traite pas la question de la communication. Pour l'instant. Est-ce que c'est recyclable? Oui, non. Ce le sera peut-être. On pense que ça peut être réglé via les actes délégués. Ça dépend comment ils sont écrits. En attendant, bien garder en tête que c'est QCE qui s'applique. Donc au moins jusqu'en 2030, c'est QCE qui s'applique en France. Et puis on verra après. Ce sera peut-être encore QCE, ce sera peut-être harmonisé au niveau européen. Et donc là, on est vraiment en train, du coup, de se dire, tiens, il y a des interdictions, il y a une éco-modulation. Et la grande question, c'est comment on fait? Comment on fait des tableaux harmonisés au niveau européen, sachant que les 30 que je vous ai cités avant, ils disent tous des choses différentes. Parfois pour des mauvaises raisons, parfois pour des bonnes raisons. Je vais m'expliquer très vite. Les mauvaises raisons, c'est parce que parfois c'est des questions de gouvernance des organismes qui ont créé des biais et qui font qu'on décide des choses différentes à la base de résultats de tests qui sont identiques. Des bonnes raisons, c'est tout simplement parce qu'on ne consomme pas les mêmes produits en Europe. En Europe du Sud, on adore manger des yaourts, donc on a beaucoup de polystyrène et du coup on a créé des filières PS. En Europe du Nord, il y a très peu de yaourts, donc il n'y a pas beaucoup de PS, donc il ne vaut pas trop l'intérêt de le garder. Eh ben oui, je n'arriverai pas à harmoniser, à parler d'une seule voix au niveau européen sans obliger nos amis du Nord à manger des yaourts, on va le dire dans ce sens-là, en espérant qu'ils nous imposent pas de manger des choses qu'on n'a pas envie de manger. Et c'est beaucoup lié à l'alimentation parce que, autant sur la cosmétique, la détergence, on peut avoir des emballages qui sont assez déjà internationaux et pas forcément liés complètement à notre mode de consommation. Autant sur la nourriture, c'est très lié au pays. Et donc, ça fait qu'on a des gisements différents. Ça fait que les filières de collecte, tri, recyclage se sont créées différemment. Et maintenant, on vit avec ça. Et donc, il faut faire avec ça. Et j'ai cité le PS, mais en fait, les taux de barrière dans les emballages en PP, c'est la même chose. Les cartons plastifiés, c'est la même chose. C'est pas développé de la même façon dans tous les pays, etc. Donc, on essaye d'harmoniser les règles de conception dans un monde européen qui n'est lui-même pas harmonisé. PPWR en 5 dates sur la recyclabilité, juste que vous l'ayez en tête. Donc 2026, entrée en vigueur de PPWR en France. Donc c'est voté cette année et ça rentre en vigueur 18 mois plus après. Donc c'est 2026. On va attendre 2028 pour avoir la publication des actes délégués. 2030, les actes délégués, faudra les respecter. Les emballages seront interdits s'ils ne respectent pas. On
on aura l'éco-modulation qui aura évolué dans notre tarif. Donc c'est en toute logique, c'est fini le modèle des malus dans les tarifs Citeo. C'est plutôt un tarif selon un score un grade de recyclabilité. Et puis on a un acte délégué qui est assez important, qui prépare 2035, qui est le recyclage à l'échelle. Et donc ensuite, en 2035, on garde ce qu'il y a dans l'acte délégué de 2028, qui est le design. Il faut avoir des emballages qui soient recyclables via leur design, mais on rajoute la contrainte supplémentaire que la filière existe et qu'elle soit d'un niveau suffisant. Donc c'est atteindre 55% de recyclage pour la plupart des matériaux. Et puis en 2038, ça se durcit encore les critères. Et donc on a vraiment toutes ces étapes-là. Et le but, c'est comme il y a très peu de temps finalement, 2 ans, 5 ans, c'est peu de temps hein, entre les dates. À nous d'être malins et de travailler efficacement avec la Commission européenne, avec les autres parties prenantes en amont pour gagner du temps en fait, pour comprendre avant la publication officielle des textes leur contenu et pouvoir vous réduire le risque. Comprendre dès à présent les emballages qui n'ont aucun risque, qui vont passer, et les emballages où il y a un risque. Et après, c'est à vous de décider si vous êtes joueur ou pas. Ça, Citeo, on ne pourra pas décider à votre place, on ne peut que vous faire des recommandations. Donc l'ambition au travers des normes, au début, les normes plastiques, elles sont nées plutôt pour développer la quantité de plastique recyclé sur le marché, mais on a très vite pris le parti que ces normes devaient servir l'acte délégué de PPWR, c'est pour ça qu'on les développe au niveau européen. Et donc la philosophie de tout ce travail normatif, en accord avec la Commission, c'est celui-là, vous l'avez à l'écran, c'est demain, vous vous demandez si votre emballage est recyclable, s'il survit ou pas, via son design. Ce qu'on vous demandera finalement, c'est de regarder si vos composants et vos constituants, donc composant c'est une étiquette, un bouchon, un constituant ça va être une barrière, une encre, quelque chose qui est plus difficile, qui n'est pas séparable à la main. On va demander si vos composants et constituants sont classés en vert et en jaune dans les tableaux. Si oui, en fait vous n'avez aucun test à faire. Vous avez juste à modéliser d'entrée comme vous le faites aujourd'hui. Et hop, ça continue. Il peut y avoir encore un impact, c'est pas encore gagné à cette étape-là, parce que derrière on va transformer ce score en grade. Mais en tout cas, vous n'avez aucun test à faire, vous avez juste à utiliser soit la norme en elle-même, soit un logiciel type tri pour avoir votre réponse. Si vous avez du rouge, c'est 0. L'emballage est interdit. Il suffit de 1 rouge, quel que soit le poids dans l'emballage. Et puis si vous ne trouvez pas l'info dans la norme, allez, je vais rajouter un cas. Si vous êtes classé en rouge et que vous n'êtes pas d'accord, vous pensez qu'on s'est trompé, eh ben, il y a des protocoles de test développés par le CEN. Vous pouvez faire votre test, revenir devant le CEN, donc devant la norme, et dire, moi j'aimerais que le tableau soit mis à jour parce que j'ai des résultats contradictoires. Ou parce que j'ai des résultats sur une innovation et que vous ne l'avez pas pris en compte. Ça me bloque. Et donc j'aimerais que ce soit mis dans le tableau. Et ce qu'on a prévu, pour l'instant dans cette philosophie en accord avec la Commission, c'est que si vous avez utilisé le protocole publié dans les normes, donc le protocole officiel, que vous avez des résultats positifs au tri, au recyclage, vous avez le droit de mettre en marché, même si vous n'êtes pas encore renseigné dans le tableau. L'idée, c'est de pas de bloquer l'innovation. Par contre, on vous encourage vivement à venir participer à la norme pour mettre à jour la prochaine fois, ou à passer par des comités type le COTREP, pour qu'on puisse, nous, aller porter cette voie-là au niveau européen. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il n'y aura pas on ne vous demandera pas à date, à notre connaissance, de test. On ne vous demandera pas un tiers certificateur qui coûte cher. Ce sera vraiment un modèle basé un peu sur tri, sur la philosophie tri, où vous êtes responsable de modéliser votre emballage par rapport à des normes existantes. Comment on s'est organisé au niveau européen? Vous avez 2 groupes de pilotage. Le TC261, donc c'est Technical Committee, c'est le groupe emballage au niveau européen qui est présidence française par Emmanuel Guichard de la FEBEA, donc de la cosmétique. Il préside toutes les normes sur les emballages, donc ça peut être sur le réemploi, la réduction, sur les emballages avec des dispositifs électroniques à l'intérieur pour assurer leur traçabilité, plein de choses, dont l'environnement, et donc il chapeaute tous nos travaux. Et vous avez un groupe de coordination qui existe pour le plastique et qui va être étendu à tous les matériaux d'ici peu, avec la Commission européenne pour toujours se mettre d'accord que nos normes vont dans le bon sens. Ça, c'est le pilote. En dessous, on a 2 groupes de travail, le 3 et le 10. Le 3 traite tous les matériaux et le 10 le plastique.
Et donc, dans les deux, on a un travail sur la méthodo et le test de tri. Et puis après, vous voyez, vous avez différentes catégories d'emballage. Et donc, tout ça, la norme, si vous n'êtes pas familier avec ça, pour accéder aux documents, soit vous attendez qu'il soit publié, ça coûte un peu entre 50 et 100 €, une norme, soit vous participez directement aux travaux. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être participant actif et de participer aux réunions, etc., mais au moins d'être adhérent du groupe emballage de l'AFNOR, par exemple pour la France, vous aurez accès à tous les documents en avant-première. Et vous avez la possibilité de participer si vous voulez. Et voilà. Et donc, le WG10 sur le plastique, le WG3 sur les autres matériaux. Quelle est la logique entre les normes, entre les différentes normes là qu'on développe? C'est qu'il y a tout le temps une norme qui s'appelle ombrelle, qui s'appelle part 1, une norme qui est chapeau, une norme qui va harmoniser le texte de toutes les autres. Et donc ça existe pour le plastique. Et le but, c'est qu'on finit sur le plastique parce qu'on a démarré bien avant. Et ensuite, on la transforme en une norme tout matériau. Et on supprime celle sur plastique. Donc ça, c'est la philosophie. Comme ça, on aura vraiment une méthodologie européenne de la triabilité, de la recyclabilité, harmonisée pour tous les matériaux. Et dedans, on va trouver des définitions communes, du vocabulaire commun. Je parlais de composants, de constituants. C'est des mots qu'il faut retenir parce qu'on va vraiment les utiliser de plus en plus. Et puis des règles communes. Par exemple, des règles je l'ai mis à l'écran, mais elle est hyper importante. Si c'est recyclé tous les jours en Europe, sans difficulté majeure, c'est pas classé en rouge, c'est classé en vert et jaune. Ça sous-entend pas que c'est autorisé sur le marché européen. J'en sais rien du grade européen dans PPWR, mais à minima dans les tableaux, c'est pas rouge. Et ça, c'est une règle qu'on a fait en consensus. Et voilà. Et donc, le protocole de tri, comme la méthode globale, on les finit en plastique parce qu'on a démarré il y a longtemps et on veut aller au bout. Et ensuite, ça passera en neutre, en matériaux, donc pour tout le monde. Et c'est exactement ça, ce qu'il faut comprendre un peu dans cette complexité, c'est qu'on a un calendrier là qui nous amène jusqu'à 2028, l'acte délégué. Et comme le WG10 a démarré avant, en bas de l'écran, vous voyez, on est déjà sur une enquête finale sur 14 documents et qui vont être publiés en 2025. On a juste une nouvelle norme qu'on nous demande qu'on va publier sur les autres plastiques, des plastiques qui n'ont pas encore de filière, mais sur lesquels il faut faire quelques recommandations quand même. Et le plastique aura cette chance, comme il a commencé plus tôt, d'avoir une mise à jour entre 2026 et 2027, juste avant l'acte délégué. Donc on aura déjà une phase où on pourra améliorer nos documents, où vous pourrez nous dire, tiens, zut, ça marche pas, ce truc-là, j'arrive pas, j'ai 0 emballage recyclable, il n'y a rien qui fonctionne. On pourra se poser ces bonnes questions et améliorer les docs avant l'entrée en vigueur de l'acte délégué. Le WG3, on est en train de mettre en place l'organisation seulement. Il n'y a pas encore eu l'écriture. Et donc l'écriture va se passer sur 2025-2026 pour une publication début 2027. Donc là, ça démarre. On a mardi, donc hier, on a nommé les chefs de sous-groupe, chefs qui pilotera le carton, qui pilotera le verre, etc. Et voilà, et donc c'est en train de démarrer. Donc sur le plastique, je ne l'ai pas dit, mais donc Citeo pilote au niveau européen les travaux. Donc on est très très impliqué dans ce travail-là. Et puis derrière, ce sera dans l'acte délégué, on verra comment ce sera traité. Donc la Commission européenne est obligée d'en tenir compte, c'est marqué dans PPWR. La Commission européenne participe à toutes les réunions, de mon côté plastique, et WG3, ils suivent ça de très près, et ils nous demandent de continuer ce travail-là, et ils en sont très contents, on va recevoir sous peu un courrier de la Commission qui nous encourage à aller au bout de ce travail-là pour les aider. Petit zoom sur le groupe plastique, juste que vous rendez compte un petit peu de ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a, si vous participez pas déjà à ce travail-là, on est plus de 300 autour de la table, et les normes, c'est des consensus. Donc il faut arriver à trouver des consensus avec 300 personnes autour de la table pour développer des tableaux. On a fait 150 réunions en 2 ans, c'est quand même dingue, pour arriver à ce résultat-là, et on est à un stade très avancé avec 14 projets de normes au stade enquête saine. Donc c'est quasiment la fin du process. Et donc il nous reste, on va recevoir les commentaires là sur les textes d'ici le mi-décembre, et ensuite on a quelques mois pour les adresser, pour les prendre en compte, modifier ou pas les documents, et puis derrière aller jusqu'à la publication qui sera là sur
On va dire S2 2025 pour faire simple, vu qu'on est encore en train de caler les dates exactes. On a des dates qui sont calées, mais en tant qu'animateur de ce groupe de travail, je demande un report, donc on verra bien si le report est accepté et jusqu'à quand. Il y a deux notions, moi, que j'aimerais vous alerter dans ces normes pour vous expliquer un peu ce travail-là et qui sont clés. Le premier, c'est le state of the art. State of the art, l'état de l'art, c'est marqué dans PPWR. En fait, c'est quelque chose tout simple qu'on fait déjà au COTREP, mais sans en parler, ou au CEREC, ou au COTREM, à l'UTREC et COTREV, ou même le COSET, mais dont on parle pas beaucoup, c'est quand je fais un protocole de test ou quand je fais un tableau de recommandations, je peux pas le faire pour chaque usine de France, et encore pire d'Europe, parce que les usines sont différentes, les réglages sont différents, etc. Donc je suis obligé de faire des choix, de me dire c'est ça le process représentatif pour faire mon protocole. Alors en accord avec toute la chaîne de valeur, hein, mais c'est un travail qui est fait de se dire c'est ça qui est représentatif. Et là, on a été confronté à ça au niveau européen, avec des centaines, des milliers d'usines différentes, avec des stratégies, des investissements, des usines différentes. Et donc ce qu'on a fait, et il en faut choisir qu'un, une usine de tri, un recycleur, un débouché. C'est aussi simple que ça si on veut pouvoir bosser. Et du coup, on a trouvé un deal public-privé avec la commission et les industriels et les ONG d'ailleurs qui participent en se disant ok, avec la commission on va fixer un cadre, une définition de qu'est-ce que c'est state of the art, ce qu'on a le droit de faire, pas faire. Et ensuite il faut un consensus du groupe, donc les 300 personnes soient d'accord pour dire tiens, pour la bouteille PET, c'est une collecte dans le bac jaune, centre de tri et recyclage mécanique. C'est un choix qui a été fait. Sur le polystyrène, pour en prendre un autre, le choix a été de dire on va faire de la collecte en bac jaune, un centre de tri et recyclage chimique, etc. Et donc ce choix-là est hyper structurant pour la suite. Et c'est vraiment un consensus. Le deuxième point important, le deuxième encadré là que vous avez à l'écran, c'est les tableaux vert, jaune, rouge. Alors déjà le orange devient jaune. Ça, c'est une des premières décisions qui a été prise par consensus. Ça va pas nous changer la vie, mais ça devient jaune. Et du coup, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ces tableaux, dans un monde idéal, on les aurait construits en retestant tout avec notre nouveau protocole. Sauf qu'on n'a pas le temps de faire ça et c'est pas possible. Donc du coup, c'est un des tableaux qui ont été construits par consensus des experts, basés sur des résultats de tests du COTREP, de recyclage, de cyclose, de PBP, etc., les 30 organismes. Donc des protocoles qui sont un peu différents, des philosophies un peu différentes, mais tant pis, on arrive à chercher des consensus tous ensemble. Il faut bien se dire que ces tableaux ne ressemblent pas au COTREP. Ils ne ressemblent pas à Recyclas, ils ne ressemblent pas au Zentralstelle allemand, etc. C'est des nouveaux tableaux. C'est différent. Et que ces tableaux, demain, pour les mettre à jour, ce sera toujours ce WG10, en fait, ce Working Group 10, il va continuer d'exister. Au-delà de la publication de ces normes, il va continuer à les faire vivre pour que dans le futur, on continue à les mettre à jour, ces tableaux. Et voilà. Et donc ça, c'est important, c'est de se dire, ok, encore une fois, la loi française, la recyclabilité, QCE, ça s'applique au moins jusqu'en 2030. Donc là, vous aurez les critères, COTREP, CEREC, etc. vont continuer d'exister pour mettre à jour les tableaux, etc. sur cette période-là. Ensuite, une fois que les normes sont publiées, on aura des critères qui sont nouveaux, qui seront européens. Et ça veut dire, si on fait le lien avec State of the Art, peut-être que ces critères, ils sont un tout petit peu éloignés de ce qu'on connaît dans notre réalité française. Ah, ce critère, si vous faites cet emballage-là, ça va pas bien marcher avec le recycleur X et le recycleur Y qu'on a en France. Oui, c'est la conséquence de faire l'harmonisation. On s'écarte un tout petit peu d'une réalité nationale, c'est pas complètement faux non plus, au profit de règles du jeu communes européennes. Et la dernière question, qui est hyper importante que tout le monde se pose, c'est comment je passe d'un tableau à un grade ABC qu'il y a dans PPWR, parce que finalement, PPWR ne mentionne pas les tableaux. On ne sait pas. Il faut accepter qu'on ne sait pas tout de suite. Il y a des choses simples. Si je suis classé rouge, je suis 0. Donc ça, c'est déjà classé. C'est interdit. Si je suis en vert et jaune, je ne sais pas bien faire aujourd'hui. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'on saura assez tardivement
en 2028 quelles sont les règles du jeu pour passer d'un tableau à un grade officiellement. La très bonne nouvelle, c'est qu'à la fois le WG3 prépare une norme volontaire qui n'est pas demandée par la commission, mais qu'on veut faire pour dire nous on vous propose ça comme méthode de grade. On va essayer de gagner du temps encore une fois. Et deuxièmement, la commission a ce groupe de coordination avec nous. Donc moi, tous les 2 mois, j'ai des réunions avec eux et on discute déjà de ça. On est en train de réfléchir à quel est le bon modèle de grade à partir des tableaux et s'il faut, on adaptera les tableaux pour que ça fonctionne. Enfin voilà, il y a tout ce travail-là qui a déjà démarré et tout le monde est très à l'écoute. On écoute leurs contraintes, ils écoutent les nôtres et on avance très bien pour arriver à quelque chose qui fonctionne. Donc il y a quand même cette écoute mutuelle qui a beaucoup de valeur. Et donc ça veut dire qu'on va essayer d'avoir une vision sur cette méthode avant 2028 pour que tout le monde puisse derrière investir, parce qu'on parle de ça, hein, d'investir dans les bons emballages et dans les bonnes usines dès que possible et pas attendre le dernier moment. Ça veut aussi dire, cette slide, que je peux pas, enfin si certains, j'ai pas vu le chat, mais si certains d'entre vous me disent mais pourquoi on garde Cotrep finalement, pourquoi dès que les normes sont publiées, on passe pas sur les normes, en fait je peux pas parce que je connais pas la méthode de comment utiliser les tableaux. Si je prends la méthode Citeo et que je lui colle les tableaux des normes, je vais pas interdire, mais vous ne pourrez plus dire recyclable sur tout un tas d'emballages, alors qu'on les recycle en France, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut attendre que cette méthode soit publiée à minima pour se poser cette question de passer du modèle de la méthode Citeo à une méthode européenne. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui Vincent, il y a des questions. Allez. Alors, la première question que nous avons, certains acteurs des groupes de travail évoquent une première visibilité sur les méthodos de recyclabilité à partir de fin 2025 via l'édition de demande. Avez-vous une visibilité à ce sujet sur la partie visibilité fin 2025? Est-ce qu'on aura les règles du jeu un peu avant? Non, pas fin 2025. On aura en 2025 les tableaux plastiques. Donc c'est quand même de la visibilité. Vous verrez, si vous êtes rouge déjà, vous savez que vous êtes 0 et interdit. Si vous êtes vert et jaune, ça veut dire que si vous êtes tout vert, normalement c'est bon aussi. Ça va être plutôt simple. Par contre, si vous avez du jaune, on ne sait pas comment ce jaune impacte le classement final, le grade final. Donc ça, on le saura un peu plus tard. Après, on peut espérer quand même trouver vite un accord, mais c'est une question pas facile. L'harmonisation de cette méthode pour passer d'un tableau à un grade. Donc on y travaille avec la commission, mais ça risque de prendre un peu plus de temps qu'1 an. Alors, la prochaine question, donc il y a une question sur est-ce que les cols et les encres, est-ce que ce sont des constituants qui rentrent du coup dans le calcul de la recyclabilité? Donc une petite précision sur les cols et les encres ou même les vernis. Donc ça rentre pas dans le calcul pour déterminer le matériau majoritaire. C'est-à-dire que pour savoir à quelle famille l'emballage doit être, quelle est la règle du matériau majoritaire, plus de 50%. Donc là, on les rentre pas. Par contre, dans le taux de recyclabilité, savoir si j'ai 95% de taux de recyclabilité, il rentre dedans. Si par exemple j'ai un gros morceau de colle, forcément la colle sera pas recyclée et du coup ça c'est pris en compte dans le taux. Donc si vraiment la colle est éliminée par le procédé de recyclage, bien sûr on la prend pas en compte. Si elle termine dans la matière recyclée, c'est des choses qui vont être discutées là avec la Commission européenne, de savoir comment on le prend en compte. Est-ce que c'est un élément qu'on ne souhaite pas forcément dans la matière recyclée, mais il est là. Est-ce que je le compte ou pas? Vous l'avez vu dans la méthode TRI, dans la méthode Citeo, nous on le prend en compte parce que ça finit dans la matière, donc c'est factuel. Maintenant, on va attendre les règles du jeu de la Commission européenne là-dessus. Donc c'est pas la norme se limite à faire les tableaux pour l'instant. Fait pas les formules de calcul derrière. Et donc dans les normes, on va proposer, mais c'est pas encore accepté par le groupe, on va proposer là d'indiquer dans chaque tableau par une astérix quel matériau, quel constituant, quel composant termine dans la matière recyclée. Donc comme ça, au moins, la Commission européenne aura toutes les informations nécessaires pour faire les choses bien derrière, pour faire les formules de calcul qui prennent bien en compte ce qui termine effectivement dans la matière recyclée.
Autre question, est-ce qu'il existe des groupes de travail dans d'autres pays qui seraient susceptibles de proposer des normes différentes de la Commission européenne? Non, une fois que PPWR publié, non, ça n'existe, ce sera impossible. Alors oui, bien sûr, il peut y avoir à date, ça peut coexister parce que la réglementation n'est pas encore là, n'est pas encore en vigueur, mais à partir du moment où ça va s'appliquer en 2030, ça ne sera pas possible. En fait, tout le but de l'harmonisation, c'est justement d'empêcher des évaluations nationales et qu'on ait une seule règle du jeu européenne. Très bien. Comment est-ce qu'on fait pour participer au groupe de l'AFNOR? C'est payant et par contre, il faut juste contacter l'AFNOR et dire je souhaite adhérer au groupe emballage, qui parle pas que de ça, qui parle pas que de recyclabilité. Il y a des travaux qui vont démarrer sur la réduction d'emballage, sur le réemploi, toujours en lien avec PPWR, mais il y a les travaux sur la recyclabilité. Et donc, une fois que vous avez fait la demande et que vous adhérez en payant la cotisation, vous êtes membre. Et ensuite, vous pouvez décider votre niveau d'implication. Soit suivre de loin, juste avoir tous les docs pour pouvoir faire votre veille, soit venir participer au groupe de travail, voire prendre la parole et aller défendre des positions françaises avec nous. Moi, je suis animateur, donc je défends pas j'ai pas ce rôle de défendre les positions françaises dans les normes, j'ai ce rôle d'animation. Mais après, on a un certain nombre d'entreprises, sans doute des entreprises qui sont connectées aujourd'hui, qui représentent l'une délégation française dans les débats européens. Donc, tu l'as dit, les normes sont actuellement en consultation publique. Notamment, on peut faire des commentaires. Est-ce que tu as une idée des écarts avec ce qui pourrait réellement être validé? Est-ce qu'il y a des commentaires majeurs qui sont présentés? Est-ce que tu pourras nous partager ou voilà. On les connaît pas encore. On verra mi-décembre les commentaires. Je les ai pas encore reçus. La dernière fois, on en a déjà fait une phase de commentaires comme ça. On livrait en pâture nos 14 documents auprès la première fois, on l'a fait uniquement auprès des 300 experts impliqués dans le WG10 et on a traité 3500 commentaires sur 14 pages, sur 14 documents de 20 pages. Donc oui, je m'attends à avoir quelques milliers de commentaires sous le sapin à Noël et qu'on va traiter en janvier, février, mars, avril, avant publication de ces documents. Donc oui, ça devra encore bouger. Après, quand on a déjà fait des consensus à 200 ou 300 personnes, oui, il peut y avoir un commentaire, mais si c'est déjà quelque chose qui a fait l'objet d'un consensus, c'est quand même assez fiable qu'on restera sur le consensus qui avait été trouvé. Sauf éléments de preuve nouveaux qui nous feraient changer d'avis. Ça dépend vraiment si c'est des choses nouvelles ou si c'est des choses qui ont déjà été débattues pendant de longues heures et qu'on revient dessus. Très bien. Quelle est la fréquence de mise à jour des guidelines CN? Qu'est-ce qui est prévu après la première publication? Alors ça, c'est pas le CN, c'est pas le WG10 qui le décide. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée initiale, c'était de mettre ces tableaux dans le droit. Donc là, Pauline n'est plus sur la scène, mais une fois marqué dans le droit, dans un acte délégué, autant dire qu'il faut attendre 5-10 ans avant que ça bouge. Dans les normes, il faut 1 an et demi, 2 ans pour faire une mise à jour. Donc c'est pas idéal. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, les comités, dans l'équipe pilote, la présence de Citeo dans les comités recyclabilité, on fait des mises à jour tout au long de l'année. En fait, il y en a 10, 15 par an. Là, ça veut dire qu'il va falloir attendre 1 an et demi avant que le tableau soit mis à jour. D'où l'enjeu là à très court terme, dans cette première phase là, juste avant publication, d'avoir les tableaux les plus complets possibles pour justement éviter de se prendre des périodes comme ça, des délais derrière. Donc c'est bien d'avoir votre regard, si vous pouvez participer, d'avoir votre regard et dire il y a tel matériau là qui manque. Est-ce que quelqu'un a une connaissance sur la recyclabilité de tel matériau pour modéliser mon emballage correctement? Et si oui, comme ça on le met tout de suite à jour et on s'évite ces délais supplémentaires plus tard. Et clairement, juste pour compléter, Vincent, les comités matériaux vont aussi jouer ce rôle d'essayer de porter les modifications, continuer à faire des tests, pour essayer de les améliorer et porter les modifications, les amendements.
Donc on sera de toute manière tributaire des délais de mise à jour, hein, mais ça va être leur rôle. Alors, la question était, est-ce que donc là, c'est une consultation publique, mais est-ce qu'il y a uniquement les adhérents de l'AFNOR qui ont accès, ou est-ce que c'est vraiment ouvert à tous, et si on peut avoir le lien, ça c'est quelque chose que... C'est aux entreprises impliquées dans les normes, la consultation. Donc oui, il faut être adhérent de l'AFNOR pour participer. Et si vous voulez participer, alors si vous voulez faire des commentaires sur les documents, il faut aller très vite. Pourquoi? Parce que on a bloqué les retours français la semaine prochaine, dans 10 jours, pour pouvoir ensuite avoir le temps de consolider les positions françaises avant de répondre officiellement mi-décembre à l'Europe. Donc là, ça va très vite. Mais si vous vous inscrivez, vous participez, vous pourrez ensuite, donc vous pourrez pas faire si vous dépassez ce délai, vous pourrez pas faire de commentaires, mais par contre, vous participerez à tous les débats sur tous les commentaires. Donc c'est quand même intéressant parce qu'il y a encore toute cette phase de débat où on peut peser. Et puis après, sinon, vous verrez le résultat en l'achetant sur la boutique des normes et vous aurez directement le document en fin d'année. Autre question, donc pour les matériaux dont il n'y a aucune filière de recyclabilité qui n'est prévue d'ici 2028 et donc tombent en grade D, du coup ils seront interdits de les utiliser à horizon 2028. Est-ce que ce sera bien le cas? Oui, c'est ça, exactement. Si vous n'avez pas de filière de recyclage. Alors, s'il y a 0 de filière de recyclage partout en Europe, c'est ça qui est important. Hein. C'est que dans PPWR, ils nous disent qu'il faut avoir un design OK pour le recyclage en 2028, enfin en 2030. Puis en 2035, il faudra que la filière soit là partout en Europe. Donc c'est vraiment en 2 temps. En 2028, si vous avez un emballage qui est recyclé dans 3 pays mais qui n'est pas recyclé dans 4 autres, normalement il passe. Il va passer de l'étape 2030. Pourquoi? Mais on va vous demander juste de respecter un design qui fonctionne avec ces 3 pays qui ont la filière en place. Et tant pis pour les 4 pays où il n'y a pas de filière. Par contre, en 2035, là, quand il faudra atteindre 55% de recyclage sur cet emballage-là, là, oui, il va se poser une question d'interdiction un peu plus tard, si on a toujours cette différence entre les pays, avec certains qui y vont et certains qui font pas. Et c'est pas une critique, hein. Ne pas faire, c'est pas que les gens sont fainéants, hein. C'est parfois ça se justifie pas parce qu'il n'y a pas un gisement suffisant dans le pays, alors que dans l'autre il y avait un gisement. Mon exemple de yaourt, plein de PS dans le sud de l'Europe, pas beaucoup dans le nord de l'Europe. On comprend le choix de chacun de dire j'y vais ou j'y vais pas. Alors, quelle est la responsabilité, le rôle du fabricant d'emballage? Parce qu'a priori, on parle beaucoup de la responsabilité des metteurs en marché et vis-à-vis de la recyclabilité, mais quid des fabricants d'emballage? Alors, dans PPWR, et je parle encore sous le contrôle de Pauline, si tu me corriges s'il faut, mais la notion de producteur d'emballage est un peu flou dans PPWR. C'est un peu la marque qui met en marché, un peu le fabricant. Dans l'esprit du texte, c'est plutôt la marque qui est visée. Mais c'est pas écrit comme ça. Et donc, du coup, ça, c'est des demandes de clarification qu'on va faire à la Commission européenne pour aller un peu plus loin, on va être sûr de notre coup là-dessus. Mais la responsabilité, un peu comme dans le QCE, hein, la marque est responsable de communiquer sur la recyclabilité de son emballage. Le fabricant n'a pas cette obligation-là. Donc après, c'est juste j'imagine, l'idée, c'est plutôt des pouvoirs publics, et c'est plutôt de dire, si votre fournisseur vous fournit pas l'info, vous mettez hors la loi, donc c'est pas le bon fournisseur. Ouais, c'est exactement ce qui est mentionné dans le texte. Et nous, on a cette subtilité que le fabricant, c'est à la fois celui qui fabrique l'emballage et le fabricant du produit emballé, comme tu l'as dit, Vincent. Et ce qu'on comprend pour l'instant du texte, c'était qu'il y aurait une distinction en fonction des typologies d'emballage qui sont mis sur le marché. C'est-à-dire qu'on va faire une distinction entre l'emballage de vente, l'emballage de regroupement, l'emballage de transport, et auquel cas le fabricant n'est pas le même. Mais c'est effectivement des mentions qu'on aimerait bien éclairer, et on reviendra du coup vers vous avec des précisions.
Autre question, est-ce que les entreprises et les institutions qui participent au groupe de travail sont publiques? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on peut retrouver les listes ou pas? De quoi? Qui participe? Voilà. Oui. Non, c'est secret. C'est la RGPD. On n'a pas le droit de communiquer qui participe, sauf si vous êtes membre du groupe. Si vous êtes membre AFNOR, vous avez accès à l'annuaire des 300 participants et des participants du WG3 sur les autres matériaux, parce que là, je parle très plastique, mais c'est uniquement en étant membre qu'on voit la liste des participants. On a demandé à l'AFNOR, mais c'est RGPD, il ne communique pas cette info. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois que sur le chat, il y a l'épineuse question du nylon. Autant le dire, autant mettre les pieds dans le plat. À date, alors on va peut-être commencer par la France. La question du nylon se pose principalement pour les emballages souples en PE. À date, en France, on a testé un type de nylon qui n'a pas marché avec le Cotrep. On va en tester d'autres. On va tester d'autres configurations. Parce qu'il y a, face à ce classement, il y a eu un certain nombre d'innovations depuis. Donc ça mérite de continuer d'être creusé. Au niveau européen, il n'y a pas de consensus qui a été trouvé dans la norme. On n'a pas réussi. Il y a des gens qui sont pour classer le nylon en vert. Il y en a qui sont pour le classer en jaune. Il y en a qui sont pour le classer en rouge. Et en fait, la complexité, c'est qu'on ne parle pas du même nylon dans ces débats. C'est parce qu'il y en a plusieurs, il y a différentes structures d'emballage. Donc, il va falloir vraiment éclairer ça d'ici la fin des normes pour pouvoir le classer de manière correcte dans ce tableau, par consensus européen. Pour l'instant, il n'est pas classé. Qu'est-ce que ça veut dire dans une norme si c'est pas classé? Donc, ça, on en revient à mon schéma, à une de mes slides. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas votre réponse dans la norme, vous devez faire le test selon le protocole. Donc, ça oblige chaque marque qui utilise du nylon dans son film de faire le test selon le protocole. Ça coûte 10 000 € à peu près, on va imaginer, afin d'avoir une réponse pour pouvoir mettre en marché. Ça devient hyper lourd. D'où vraiment cet intérêt d'arriver à faire des consensus. Et par expérience, si on n'a pas des données scientifiques solides, des résultats de tests, on n'arrivera pas à trouver un consensus. Quand il faut trouver un consensus à 10 personnes, mais là on parle de 100 personnes, de 200 personnes, bah, ça ne marchera pas s'il n'y a pas de données solides. Donc c'est pour ça aussi qu'on continue à alimenter en données le Cotrep, parce qu'on veut qu'il y ait un consensus sur cette matière, sur cette barrière. Et juste rappeler à tout le monde qu'il y a un certain nombre d'emballages PE qui contiennent du nylon, qui ont des alternatives avec des barrières recyclables, qui fonctionnent au recyclage. Ça existe déjà. Pas pour tous les produits, mais il y en a où ça existe. Bon, bah, après, c'est une gestion de risque de votre part. Soit vous restez en nylon et vous vous exposez à ce risque de classement que vous ne maîtrisez pas, soit vous basculez vers une barrière qui est déjà classée en vert et comme ça, vous épargnez ce risque. Oui, et il y a une autre question sur dans le PP, notamment, quid du PA dans le PP, parce qu'aujourd'hui c'est classé en orange sur la partie Cotrep, mais on n'est pas sur les mêmes procédés de régénération. Là, la filière PP s'oriente sur du recyclage chimique. Aujourd'hui, les contraintes liées au recyclage chimique et les associations avec le PA sont pas du tout les mêmes, et donc ils tolèrent plus facilement le polyamide dans les procédés de recyclage chimique que dans les procédés mécaniques. Parce qu'en France, on garde cette particularité sur la filière PE mécanique, de garder cette filière mécanique qui, d'un point de vue ACV et impact environnemental, a du sens. Je vois qu'on a des questions sur l'Angleterre. Oui. L'Angleterre a quitté l'Europe parce qu'ils vont appliquer PPWR. Ils sont pas obligés d'appliquer PPWR. D'ailleurs, ils sont en train de faire une consultation les pouvoirs publics anglais sur c'est quoi qu'un emballage recyclable en Angleterre. Le document là qu'ils ont partagé sur lequel on peut réagir donne des infos qui sont très surprenantes, assez éloignées de ce qu'on fait, que ce soit chez Recyclas, Cyclos, Cotrep, peu importe, ou des normes. Et par contre, on espère pouvoir peser sur leurs décisions dans le sens où on a une grosse délégation d'anglais dans les normes, parce que pour le coup, ils sont plus dans l'Europe, mais ils ont le droit de participer aux normes européennes comme un pays européen.
Et on a beaucoup de monde du BSI, donc de la norme anglaise, qui est impliqué. Donc derrière, c'est des gens aussi qui vont aller le porter aux autorités anglaises pour qu'on utilise les normes demain. Donc pas de garantie sur l'Angleterre à date. Ils sont en train de partir sur une méthode un peu différente de tout le monde. Et en même temps, voilà, il y a les industriels, toujours dans cette optique d'avoir un marché européen uni et plus simple, sont en train de pousser auprès des autorités pour qu'on utilise les normes et PPWR, ce qui sera plus simple pour tout le monde. Les normes concernent-elles les emballages industriels? Oui, complètement. Ça concerne tous les types d'emballages. Et j'allais même dire, ça concerne les emballages qui sont exemptés de recyclabilité. C'est pas parce que vous êtes exempté par le droit d'être recyclable que vous n'avez pas envie d'être recyclable. Donc, dans nos normes, on vous dit comment faire un emballage pour des produits médicaux, des emballages en textile plastique recyclable ou des emballages, on pourra même peut-être trouver des critères pour dire quels sont les critères de design pour qu'un emballage céramique soit recyclé, si on a des filières existantes sur lesquelles s'appuyer pour développer une norme là-dessus. En tout cas, oui, bien sûr, c'est en ménager, industriel, usage unique, réemployé, enfin, on couvre tout avec les normes. Et PPWR, d'ailleurs, PPWR concerne bien tous les emballages, pas que ménagers. Alors, on a une question sur la filière des souples PP et notamment le fait que cette filière concerne donc des PP majoritaires et a priori, on peut aussi avoir des PPPE. Et quel que soit le PP de la question, c'est plutôt est-ce qu'on peut avoir n'importe quel ratio de PP dans des complexes PPPE? Donc pour l'Europe. Voilà, pour l'Europe. Je expliquais le cas français avant, mais pour le cas français, donc on a PE, on a un recyclage mécanique, comme vient de l'expliquer Ariane, et PP, on a un recyclage chimique, qui va voir le jour l'année prochaine. Donc dès l'année prochaine, on va avoir des emballages mono-PP ou PP avec une barrière compatible qui vont passer recyclables. Tout l'enjeu, c'est de se dire, quand j'ai un mélange de PP-PE, c'est est-ce que je suis capable de l'orienter vers ce recyclage chimique? Si oui, c'est gagné. Sinon, je viens polluer le flux PE mécanique et ça me pose problème. Donc ça, c'est la situation en France actuelle sur laquelle on bosse. Au niveau européen, le consensus des 300 experts là qui s'est réuni, on s'est dit, tiens, c'est quoi le recyclage des films PP? Est-ce que c'est chimique comme en France? Et le groupe a dit non. À date, ce n'est pas chimique. À date, c'est mécanique, en pièces rigides, comme ça peut exister dans certains pays. Et du coup, ça nous emmène vers pousser des emballages mono-PP. Donc dans les normes, à date, parce que le state of the art, parce que l'état de l'art, le choix du groupe a été de se baser sur du recyclage mécanique sur les films PP, on va vers des règles plus strictes, en tout cas qu'en France, qui poussent clairement pour des mono-PE ou des mono-PP, plutôt que des complexes. Après, du coup, c'est pas complètement éloigné des recos françaises, vu qu'à date, dans les tableaux COTREP, un PP avec un peu de PE à l'intérieur, c'est accepté, mais l'inverse n'est pas vrai. Un PE avec du PP dedans n'est classé rouge au COTREP. On parle aussi de métallisation. Est-ce que, en gros, si on a une métallisation qui est visible, notamment sur les souples PP ou PE, est-ce que ça limite pas la détection finalement en centre de tri? Est-ce que ça permet finalement d'être compatible? Et est-ce qu'il y a des épaisseurs à respecter? Donc ça, clairement, c'est des questions qu'on est en train de se poser. Donc aujourd'hui, la partie métallisation a été évaluée par le COTREP sur les souples PE. Donc on sait que c'est compatible au recyclage mécanique, que ça ne pose pas de problème quand c'est envoyé en recyclage chimique pour la filière PP. Et on est en train, les travaux du COTREP là sont en train de repréciser, notamment sur les épaisseurs. C'est-à-dire que initialement, on sait que la partie métallisation va bloquer la lecture des tri optiques, c'est-à-dire qu'en gros, ça va limiter la détection en centre de tri, y compris en centre de tri et y compris aussi chez les régénérateurs qui sont équipés. Et on se rend compte qu'il y a des possibilités d'épaisseur, c'est-à-dire qu'en fonction de la couche plastique qu'on peut lui mettre au-dessus, quand la métallisation est en sandwich, il y a des détections qui sont possibles. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours et l'idée, c'est de pouvoir repréciser ce qu'on peut faire ou pas avec la métallisation et se donner un peu plus de flexibilité.
Ouais, c'est pas complètement bien couvert dans les normes aussi actuellement, donc on va en rediscuter. La métallisation en face externe est déjà classée rouge dans les normes parce qu'on perd l'emballage. Après, toute la complexité des couches internes, comme vient de l'expliquer Ariane, n'a pas été clairement classée dans les normes. Donc là, on va devoir payer la même chose sur le noir de carbone en couche interne. On est obligé d'y retravailler un tout petit peu, mais c'est bien dans le viseur. On va essayer d'améliorer les normes dans ce sens-là. Et c'est pas la même chose d'avoir une grosse couche de plastique au-dessus d'une métallisation ou d'avoir juste une encre, etc. C'est des taux de couverture, ça c'est. Enfin, faut rentrer dans ce niveau de détail là pour faire des recos. Ok, il nous reste 3 minutes, peut-être. Là, j'aimerais bien prendre la question du biodégradable parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Eh ben, il y a eu beaucoup de questions autour de la biodégradation et du compostage. Premièrement, que tout le monde soit bien au clair là-dessus sur le droit français. En France, il est interdit de mettre avec des biodéchets des emballages compostables. C'est interdit. À l'exception de 3 cas, qui est le sac fruits et légumes rempli d'épluchures. J'ai pas le droit seul, mais j'ai le droit avec des épluchures dedans. La dosette de café et le sachet de thé, qui sont pas encore des emballages, mais qui vont le devenir avec PPWR. C'est les seuls cas. J'ai pas le droit de mettre une barquette, j'ai pas le droit de mettre un film, c'est interdit de mettre dans les biodéchets. Donc forcément, c'est pas composté, et donc c'est pas recyclable. Dans le droit européen, être composté, donc être composté, ça veut dire quoi? Ça veut dire être transformé en CO2 et en eau. C'est une forme, ça s'appelle du recyclage organique. Donc pour un sac fruits et légumes, en plastique compostable, ou une dosette de café, si je suis composté, bah c'est bon, je suis recyclé organiquement, je survis à PPWR. Mais si je fais une barquette, comme dans les faits c'est interdit de le mettre dans un compost, je ne serai pas composté, donc je ne serai pas recyclé organiquement, donc je serai interdit. Et donc on a bien cette logique qui existe déjà en France, mais qui est confirmée par PPWR, de dire on accepte des emballages compostables uniquement quand ça fait pleinement sens, parce qu'il reste des résidus à composter à l'intérieur, comme du marc de café ou comme des épluchures. Et par contre, on préfère le réemploi et le recyclage au compostage pour tous les autres emballages. Et donc, il faut pas, enfin, vraiment cette solution du compostable n'est pas quelque chose qui est poussé par PPWR. Donc, on va rester sur ce qui est déjà autorisé dans le droit français, mais on va pas aller plus loin, vraisemblablement. Sur ces sujets-là, quoi. Donc, faut juste se dire que la seule voie qui pourrait émerger, c'est par exemple la création d'une filière de collecte, tri et recyclage mécanique, chimique, pour des emballages compostables qui pourraient aussi se composter, mais qui ont le but premier de les recycler. Ok, bah écoutez, on arrive au bout. Pauline, peut-être un dernier point sur les sanctions, notamment. C'est pas, enfin, pour terminer, c'est qu'il y avait pas mal de questions dans le chat au début de cette présentation sur finalement les sanctions. En fait, on a 2 régimes de sanctions par rapport aux obligations qu'on vous a présentées. Tout d'abord, votre obligation de communiquer, de donner une information sur votre recyclabilité. Là, on va avoir un régime de sanctions qui est donc prévu. Je vais citer un peu de manière barbare le Code de l'environnement, mais en tout cas pour cette première obligation par l'article L541-941 du Code. Et là, on a vraiment une sanction pour chaque entreprise qui ne donne pas une information sur sa recyclabilité alors qu'elle en a une obligation. Et on va avoir une amende administrative qui s'élève à peu près à 15 000 € pour une personne morale. Sur les interdictions de mise sur le marché, on n'a pas de disposition spécifique qui vient prévoir des sanctions. C'est le cas aujourd'hui en droit français pour ce qui était anciennement l'interdiction de la loi climat et résilience et de l'interdiction de la loi AGEC à horizon 2030. En revanche, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sanctionné puisque le Code de l'environnement prévoit une obligation de respect de ces dispositions. Et ça, c'est une disposition un peu générique de l'article L171-8 du Code de l'environnement qui vient prévoir tout un tas de dispositions pour les entreprises qui ne respectent pas le Code de l'environnement en général. Et pour les interdictions de mise sur le marché futures prévues dans le règlement européen, là, on aura aussi des précisions sur le régime de sanctions qui est donc prévu par le Code de l'environnement français. Voilà, c'était un peu génial et barbare, mais on voulait pas non plus finir sur les sanctions, mais on a vu qu'il y avait pas mal de questions à ce sujet. Merci. Eh bien, écoutez, merci d'avoir tenu jusqu'au bout pour les 350 personnes connectées encore.
Vous allez recevoir une petite enquête de satisfaction. Si vous pouviez prendre 3 secondes pour y répondre, ça peut nous aider à nous améliorer et continuer à vous proposer ce genre de webinar. On en propose un autre courant décembre, ça va être le 11 décembre, qui sera dédié au papier carton. Notamment refaire un petit point sur les papiers cartons. Voilà, donc vous pouvez déjà noter ça pour ceux qui le souhaitent. Le 11 décembre. Eh ben merci, bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, et à bientôt.